Bienvenue dans Avec Vanda. Dans cet épisode, je reçois Ali, une vraie boule d'énergie, de gentillesse et d'engagement, qui raconte avec autant d'humour que de lucidité son parcours. De l'enfance, dans un hôtel parisien du 13e arrondissement, aux bancs de la fac de droit, des associations de glanage alimentaire, à l'éducation nationale, puis à la création de contenu. On a parlé de transmission, de débrouille, de bouffe, beaucoup, de justice sociale, et de ce qui pousse à créer du lien, encore et toujours, que ce soit dans la rue, dans la salle de classe ou sur les réseaux. Bonne écoute! Salut Ali! Salut, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, depuis 15 minutes on s'est dit salut. T'as pas tort. Merci de m'avoir fait confiance pour participer au podcast Les gens qui font. Bah merci à toi. J'étais là, waouh, c'est un peu comme une nomination au César, tu vois. T'as vu, hein? Mais est-ce que t'as gagné le César? Ça, on verra à la fin. Il y a le podcast, il y a le prix du podcast à la fin, du podcasté. Ok. Je ferai mon petit prix, ma petite tambouille. Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est rencontrés il y a bientôt 1 an. On s'est rencontrés en avril 2024. Déjà? Ouais, ça passe vite. Et c'était dans des conditions assez originales. C'était à l'aéroport, parce qu'on partait pour un voyage de 24 heures pour aller déjeuner dans le Pays Basque espagnol, chez Etxebarri, 2e meilleur resto du monde, avec nos amis Aurore, Trong et Lumi. Et on a passé un moment tellement hors du temps et tellement agréable qu'on s'est revus ensuite. Ça s'est bien passé. On a passé le test du 2e meilleur resto du monde. Ouais. Imagine, ça serait mal passé, on aurait payé en plus super cher. Ah ouais, putain, remboursé quoi. Satisfait ou remboursé. Et remboursez-nous le billet d'avion aussi. Mais du coup, j'ai rencontré un mec ultra sympa, très gentil et qui n'a pas honte de le dire, ce qui est assez rare, surtout pour les mecs, qui a l'air de pas stresser du tout. Donc ça, on en parlera ensemble. Peut-être que c'est des stress, peut-être qu'on n'a pas les mêmes en fait. Et qui fait les choses, qui suit son cœur, vraiment, et qui réalise ses rêves. Est-ce que ça te ressemble? Oui. Mais ça me ressemble. Après, oui, c'est vrai que j'essaie d'être gentil. Enfin, c'est pas j'essaie, c'est je le suis. Des fois, malheureusement. Des fois, heureusement. Mais non, plus que suivre son cœur, c'est comme si j'avais pas le choix, en fait, tu vois. Ouais. Je peux pas ne pas m'écouter, en fait. Ça marche pas, sinon. Ah, écoute, on va explorer ça. On va repartir de ton enfance. On peut même partir avant, hein, si tu veux. On peut partir dans le transgénérationnel et tout ça. Ouais, carrément. La création des étoiles. On repart d'où tu veux. Mais sinon, j'aime bien retracer un peu toutes les étapes et savoir comment Ali est devenu Ali aujourd'hui. Ouais. Avec grand plaisir. Hein. Tu sais que je suis ravi de parler de moi. Non, c'est bizarre. Non, mais si. Non, je suis ravi de parler avec toi aujourd'hui. En fait, c'est rare les moments aussi où on peut se retrouver à parler. Hésite pas à tousser. Hein. Je comprends. En fait, c'est rare les moments où on se retrouve et on parle seul à seul comme ça. Il y a toujours des amis, des potes, des petits trucs, etc. Si on peut avoir un moment comme ça entre nous où on peut parler avec grand plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Bon, on a 2 heures max. Hein. Je voulais prendre 4 heures, j'ai hésité. Et bon, après, financièrement, je me suis dit, on va commencer par 2 heures. C'est et bien déjà. Si besoin, on fera une partie 2. Donc, mon cher Ali, où es-tu né? Au milieu de qui? Au milieu de quoi? On va explorer là peut-être de 0 à 10 ans, à peu près. Ok. Alors, je suis né avec ma mère, seulement ma mère, comme famille. Et je suis né dans le 13e arrondissement, donc à côté du boulevard Arago, dans une petite rue qui s'appelle rue Pascal. Et j'habitais dans un hôtel avec ma mère, un petit hôtel 2 étoiles. Ouais. Et donc, on avait une petite chambre de 8-9 mètres carrés où des fois, on prenait des bains à l'intérieur dans une bassine. Il y avait les toilettes qui étaient dehors. Enfin, voilà. C'est pas l'enfance la plus, disons, reluisante. Mais en fait, j'ai passé une super enfance parce que ça, c'est comme si ça avait été oublié. En fait, c'est comme si ça n'existait pas. En fait, j'ai jamais eu le sentiment d'être défavorisé par rapport aux autres, tu vois. Ouais, tu l'as pas mal vécu. Pas du tout. En fait, tous mes potes étaient, et je m'en suis rendu compte après, des gens un peu plus bourges, etc. Enfin, tu vois. Enfin, voilà, ils avaient tous des apparts à eux, etc. Des grands apparts. Et parce qu'à Orago, quand même, c'est quand même un endroit assez riche, tu vois. Moi, j'étais le seul qui venait d'un petit hôtel.
Mais j'ai jamais ressenti ça parce que ma mère m'a toujours donné des trucs pour que, tu vois, genre... en fait, je m'en rende jamais compte, tu vois. Donc, de mes 0 à 10 ans, oui, je vivais dans un hôtel, mais en fait, déjà d'une, et ça va me suivre après plus tard, j'étais jamais chez moi, en fait. Bah, vu qu'on avait une chambre d'hôtel, tu vois, j'étais toujours dehors. Mais si c'était tout le temps la même chambre d'hôtel, vous étiez installé. Il y avait toutes tes affaires et tout, mais tu te sentais pas chez toi, dedans ? Si, je me sentais chez moi, mais c'est juste que vu que c'est une petite chambre d'hôtel, bah, tu fais vite le tour et du coup, tu as vite envie de sortir. Et donc, j'étais toujours en train d'appeler « Ouais, Diego, qu'est-ce que tu fais ? Tu descends ? Ouais. » Enfin, tu vois, j'étais tout le temps en train d'aller voir mes potes, etc. Ma mère me donnait toujours 12 francs pour acheter un sandwich, tu vois. Et 12 francs ? Mais c'était beaucoup à l'époque, non ? À l'époque, non, c'était exactement le prix du sandwich. Ah, sérieux ? Ouais, le prix du sandwich, là-bas, c'était exactement ce prix-là. Et du coup, j'allais, avec cet argent-là, acheter des billes et pas des sandwichs. Et ouais, du coup, on l'a tous fait. Et du coup, je me retrouvais sans avoir mangé, mais j'étais content parce que j'avais pu perdre mes billes après le lendemain en les jouant. le début de addiction du casino. Bon, non, c'est pas le vrai. J'en ai pas du tout. Mais ouais, de mes 0 à 10 ans, de mes 0 à 11 ans, j'ai vécu dans un hôtel avec ma mère. Et c'était des super belles années. Et ta mère faisait quoi dans la vie ? Femme de ménage. Ok. Femme de ménage, donc c'est un métier difficile. Elle avait que moi. Enfin, voilà, donc elle a tout donné pour moi, quoi. Tu vois, ce genre de maman qui donne tout pour leur enfant, quoi. Ouais. Bah, ça fait beaucoup de pression aussi, hein, du coup. Beaucoup de pression, ouais. Du coup, elle me le montrait pas, mais il y en avait beaucoup. Mais tu vois, genre, encore une fois... il suffit pas de grand-chose, en fait, pour faire une belle enfance. Il suffit juste d'être bien entouré et d'avoir de l'amour, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'avoir de la nourriture. Qu'est-ce que tu mangeais ? Beaucoup de nourriture. Alors ça, c'est peut-être le truc que ma mère faisait vraiment particulièrement, c'est la bouffe. Donc, ma mère est tunisienne. Donc, j'ai toujours eu des tagines. Donc, les tagines, tu sais, c'est pas du tout les tagines marocaines. Les tagines tunisiennes, c'est une sorte de... D'omelette, non ? De petite omelette, ouais, avec des œufs à l'intérieur, des herbes, des pommes de terre, du thon parfois. C'est très, très, très bon, très gras aussi. Mais toute la nourriture tunisienne est grasse, mais bonne, tu vois. Mais c'est du bon gras. C'est du bon de gras, l'huile. voilà, exactement. Je mangeais beaucoup de couscous aussi, évidemment, mais des couscous pour 5, mais j'étais tout seul. Enfin, voilà, c'était le genre de délire, tu vois. Genre, ma mère adorait. Mais le plat que je préférais, c'était la shakshuka. Ah là là. Quand ma mère me faisait la shakshuka, j'étais tellement heureux. Plein de légumes faits, tu sais, brûlés un peu, mélangés ensemble. Ouais, très simplement avec de l'huile d'olive, beaucoup d'huile et genre un œuf par-dessus. J'adorais ça quand j'étais petit. Ah là là. Ça, c'était mon kiff. Et encore aujourd'hui, quand je mange une shakshuka et que ça me rappelle un peu ce que je mangeais quand j'étais petit, bah, quand même, il y a des petites larmes qui montent, tu vois. Est-ce que tu en as trouvé d'aussi bonnes que celles que faisait ta mère ? Il y a un endroit qui est pas mal du tout, qui m'a rappelé un peu celle de ma mère, c'est Torkia, Torkia, à Paris, ouais, près de Pigalle. Et ouais, elle m'a rappelé vraiment celle de ma mère, et je lui ai dit, j'étais là, waouh, c'est la première fois que je vais chez un Tunisien et que vraiment, j'ai vraiment le même goût qu'avant, quoi. Ah, mais je vais noter, putain, tu commences déjà à balancer des adresses. Je peux pas m'en empêcher. Mais... Et justement, je me demandais, elle cuisinait dans l'hôtel ? Dans la chambre, vous aviez une kitchenette ? Non, on avait juste, tu sais, c'était système D maximum. Hein. On avait juste une petite plaque, elle faisait tout dessus, mais elle arrivait à tout faire juste avec une mini plaque, tu vois. Et en débrouille, etc. Après, on connaissait tous les voisins, enfin, tu vois, genre... Puis moi, j'étais tout le temps dehors à aller manger chez des amis, etc. Donc, franchement, c'était vraiment des belles années, quoi. Et puis, tu sais, c'était un peu un petit village à l'époque, cet endroit-là. Et donc, j'adore y retourner de temps en temps pour voir ce que c'est devenu et tout ça. Et c'est resté pareil, tu vois. Ah, c'est vers Arago, tout ça. Ouais, c'est exactement resté pareil. Ça, c'est pas boboisé ou quoi. C'était déjà riche, donc c'est encore resté riche. C'est juste exactement pareil. Et ouais, c'est trop beau comme endroit. Et mais j'allais vers Mouffetard, tu vois, toujours. Ouais. Je me rappelle, j'allais vers Mouffetard. Et donc, vers Mouffetard, j'allais me balader, tout ça. Enfin... Mais tout petit, j'ai toujours adoré, en fait, sortir, en fait. J'ai toujours adoré découvrir des trucs dehors... inviter des amis pour découvrir, pour bouger dans Paris, enfin tu vois, et ça depuis, enfin je suis né ici quoi, je suis vraiment un enfant des rues de Paris en fait, tu vois. Ouais. J'ai vraiment sillonné les rues de Paris, je me suis perdu dans les rues de Paris, j'ai fait Paris en long, en large, en marchant, en dansant, en jouant, en faisant du vélo, enfin tu vois, genre Paris c'est mon sang en fait, ça coule dans mes veines, tu vois. Et du coup, est-ce que tu arrivais à tenir en place à l'école ? C'était dur pour moi.
L'école, ça a toujours été un peu un fardeau, tu vois. Genre, j'y allais, j'étais un peu toujours celui qui faisait rire les autres. Enfin, tu vois, genre, j'étais dans le fond de la salle et vu que je m'ennuyais, tu vois, il fallait bien que je trouve des trucs à faire, donc je faisais chier le prof. Mais pas de manière méchante, tu vois, j'ai jamais été méchant. Donc, c'était toujours en essayant de faire rire mes potes, tu vois, genre, en faisant des petits bruits, genre, enfin, tu vois, des petits trucs. Il y avait quelqu'un qui faisait ça derrière, tu vois, et tu comprenais, enfin, si tu comprenais, du coup, au bout d'un moment, parce que c'était toujours moi qui faisais des petits trucs, tu vois. Le prof disait son cours et moi, je faisais enfin, tu vois, genre un petit truc comme ça, tu vois, genre un petit truc nul, tu vois, mais genre, le prof devenait ouf, tu vois, et genre, a raison, tu vois, genre. Ouais. Mais t'avais toute la classe qui riait, quoi. Voilà. Mais j'avais du mal, en fait, à rester en place, à la limite, ça va, mais juste écouter quelqu'un pendant des plombes, j'étais là. Je m'en rendais pas compte, tu vois, à l'époque. C'était pas du tout parce que j'étais en avance sur les autres, hein, parce qu'au contraire, j'étais en retard sur tous les autres. Mais j'arrivais pas à tenir en place, en fait. J'avais besoin de faire autre chose que juste écouter sagement sur un siège. J'avais besoin qu'il se passe plus de trucs, quoi. Ouais, t'as besoin d'être stimulé, de bouger. Ouais, ou même de faire plusieurs choses en même temps, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai toujours tenu un stylo dans la main, j'ai toujours fait des petits dessins, enfin, tu vois, genre, tout le monde a déjà fait ça, tu vois. Ouais. Et je faisais, pareil, 50 000 trucs en même temps, bouger la chaise en même temps, faire des petites conneries en même temps, enfin, tu vois, genre, c'était trop long sinon pour moi le temps. Et je pensais que c'était tout le cap pour tout le monde, en fait. Ouais. Mais en fait, non. Tout le monde n'est pas comme ça et tout le monde a pas besoin de faire un milliard de trucs en même temps, tu vois. Ouais. Même avec ses yeux. Tu vois, genre, je te parle là, et genre, moi, j'ai un moyen pour me détendre. C'est genre, je fais les contours des choses avec mes yeux. Je t'avais raconté, ouais. Parce que tellement, en fait, il n'y a pas que les mains qui doivent bouger, il n'y a pas que le corps, tu vois. C'est aussi, même mes yeux, tu vois, j'ai besoin qu'ils bougent un peu parce que sinon, je sais pas, j'en ai besoin, en fait. Ouais, c'est dingue, hein. Tu peux pas être à l'arrêt. T'as déjà essayé de méditer ? J'ai déjà essayé, mais ça marche pas vraiment. Par contre, j'y arrive à vélo, tu vois. À vélo, j'y arrive. J'arrive à méditer donc il faut que tu fasses 2 choses, quoi. Ouais, c'est ça. Minimum. Ouais. Méditer tout seul, non. Mais méditer à vélo, ouais. Ça, j'y arrive. Mais sinon, non, c'est impossible, en fait. Mes pensées, elles sont jamais nettes et claires. Et je pense pas que ce soit le cas un jour. Ben, c'est pas grave, tu vois. Non, mais une fois que tu sais comment tu fonctionnes, et justement, si tu sais qu'à vélo ou en faisant des choses, ça va. Mais du coup, comment ça a évolué ensuite l'école ? Alors après il y a le collège, tu vois, ça c'est les années un peu bâtardes, tu sais, genre t'arrives au collège, c'est dur quand même, tu vois, genre tout le monde est en mode se charrie, enfin ouais, grave. L'adolescence, c'est l'horreur. C'est dur, tu vois. Moi j'étais super gros en plus parce que ma mère m'avait bien nourri pendant toutes ces années, tu vois, avec tous les couscous dont je t'ai parlé et tout ça. Forcément, ça avait eu des conséquences. Donc moi j'étais gros et quand t'as une différence quand t'es petit, bah tout le monde en parle, tu vois. Ouais. Donc oui, j'étais, enfin tu vois, on me disait pas forcément des jolis mots tout le temps, mais ça crée une carapace, on va dire, ça crée un truc où genre ça te crée une force aussi, on va dire, une force mais dont tu te rends pas compte tout de suite, tu vois. Cette force de pouvoir, je sais pas comment dire, une force qui te dit en fait ça va, tu vois, c'est pas si grave que ça, la vie, tu vois, genre y a rien. C'est pas si grave hein, ce qui se passe, tu vois, genre t'es pas en sucre, tu vois. Ouais, et peu importe ce que pensent les autres, en fait. Enfin, aussi, ouais, t'es en mode, en fait, au bout d'un moment, le regard des gens, j'ai pas envie de... Fou. Enfin, tu t'en fous, oui, voilà. Tu t'en fous, mais complètement, tu vois. Il n'y a pas de censure, hein. Tu peux dire, je m'en bats les couilles. Hein. Bah, c'était vraiment ça, tu vois, au bout d'un moment, en fait, le regard... tu t'en fous parce que tout le monde te regarde et tout le monde se regarde en même temps et t'as pas l'impression que ça a vraiment de sens, quoi. Du coup, ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe, mais comment tu réagis à ce qui se passe. Et du coup, toi, quand ils étaient comme ça, tu riais quand même avec eux ou tu t'es renfermé sur toi ou finalement t'allais voir d'autres potes et tout Non, moi je me suis fait... Enfin, c'est juste que j'étais dans plein de groupes différents, tu vois. Vu que je me faisais chier si j'étais tout le temps avec les mêmes personnes, en gros, j'étais tout le temps dans plein de groupes différents. Donc j'étais avec les geeks, mais j'étais avec les racailles en même temps, mais j'étais avec les émos en même temps, j'étais avec les skaters, enfin tu vois, genre... Tu t'entendais avec tout le monde? Ouais, je m'entendais avec tout le monde et en fait, du coup, bah, tout le monde me kiffait un petit peu aussi, tu vois, genre il n'y a pas de... Enfin, je me suis pas fait victimiser comme certains, tu vois, c'était pas horrible. En fait, tu te charriais. Ouais, voilà, c'était du charriage, tout le monde, ça arrive à tout le monde à cet âge-là. Mais c'est juste qu'après, ouais, tu as une petite peau dure quand même, tu vois. Et ouais, j'aimais bien avoir mes groupes un peu différents, j'avais besoin de butiner, picorer dans chacun, tu vois, pour... je sais pas... j'ai toujours été comme ça, tu vois. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est comme pour la concentration, de ne pas rester sur un truc, mais sur plusieurs choses à la fois. Ouais, quoi, c'est ça. Pour être stimulé. Ouais.
Et ça me faisait du bien. Mais ouais, effectivement, les années collège, mais c'est difficile pour tout le monde. Après, les années lycée, ça commence à être plus sympa. Tu commences à découvrir un peu des trucs qui t'intéressent, etc., des matières qui t'intéressent. Moi, c'était chaud le lycée. Ah oui, c'était dur. Tu savais ce que tu voulais faire du coup au lycée? Bah non, aucune idée. Ah. Toi aussi? Non, pas du tout. Mais tu dis, ouais, on commence à savoir. Non. On commence à savoir. Ça commence à être un peu plus intéressant, quoi. Ouais. Mais c'était super dur. Moi, faut savoir, j'étais dans un lycée qui s'appelle Jean Lursa. Et à l'époque, ils avaient une seule classe de ES, d'économique et sociale, que j'ai faite. Et dans cette classe, il y avait 33% de réussite au bac. Ah ouais. Donc, t'arrives et t'as quand même que un tiers de la salle. Un tiers de la salle qui va avoir son bac, tu vois. C'est bizarre quand même. Ouais. Enfin, je m'en foutais en fait à l'époque, mais parce que j'étais déjà content d'avoir un lycée. Mais ça fait quand même bizarre après coup. Tu te dis, waouh, j'ai eu de la chance en fait. J'ai eu exactement la mention passable, donc 10,7, tu vois, genre comme toute ma scolarité, genre la base, tu vois, le minimum, sans rien faire, mais genre en faisant, tu vois, genre juste en écoutant parfois les cours, tu vois, genre. Mais j'ai réussi à l'avoir, ce qui est déjà bien, tu vois. Mais tu vois, j'ai pas eu de père moi, donc en fait c'était très cool. Enfin, j'ai eu un père d'adoption un peu à ce moment-là, tu vois. C'était mon prof d'économie d'SES, et en fait ce gars-là, il a vachement cru en moi. Ah ouais. C'était le premier un des premiers profs que j'ai eu à vraiment croire en moi, tu vois, et en mes capacités. Et c'est lui qui m'a poussé un peu à me défoncer pour le bac, tu vois. C'est grâce à lui, je pense que j'ai eu le bac, même j'en suis sûr, tu vois, parce que j'avais beaucoup d'absence, tu vois. Je commençais à vraiment m'en foutre complètement des cours, tu vois. Et tu saurais dire comment ce lien il s'est créé? C'est parce que t'appréciais ses cours de base ou En fait, j'ai commencé à voir que j'adorais l'analyse aussi, genre l'analyse de texte, les trucs comme ça, tu vois. J'adorais l'économie, j'adorais la politique, j'adorais la géopolitique. Je commençais à vraiment adorer ces sujets-là, tu vois. Ces sujets en fait un peu journalistiques, tu vois, où t'explores un peu des trucs plus en profondeur, tu vois. Et bref, ce prof-là était génial. Il s'appelait comment? Monsieur Ernst. Waouh. Ouais, ok. Je crois. Et vraiment très très cool, très dur en même temps, mais je l'adorais, tu vois. Et ouais, du coup, quand t'as pas de père, tu vois, je pense que tu te fais un peu des figures comme ça paternelles. J'en ai eu 2 ou 3 dans ma vie, tu vois, et lui en a fait partie et il m'a bien aidé à avoir mon bac en croyant en moi, tu vois. Et on a tous besoin d'un jour quelqu'un qui croit en soi pour nous pousser, tu vois. Je pense que c'est important, tu vois. J'espère qu'un jour, je serai cette personne pour quelqu'un, ou j'espère que je l'ai été, tu vois. Mais vu comment ça a été important dans ma vie, j'espère que je le serai aussi un jour, tu vois. Ouais. Bon, on en parlera plus tard, mais j'espère que... Enfin, je pense que tu l'es déjà pour ta fille. Ouais. J'espère. Sors pas les mouchoirs tout de suite. Du coup, ok, t'as le bac en poche. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire derrière? Aucune idée. Je me dis, ouais, je vais faire une école de commerce. Ah merde, c'est trop cher, on n'a pas d'argent. Ok, bon, bah, je vais partir en fac. Qu'est-ce que voulait ma mère que je fasse déjà? Elle voulait que je fasse du droit. Ok, bon, on va faire du droit. Donc, je m'inscris en droit, j'arrive à la Sorbonne. Et là, c'est catastrophe. Genre, c'est vraiment, je ne saurais pas comment te dire, genre, tellement de travail à faire toutes les semaines, alors que j'avais jamais rien fait de ma vie. Donc là, tu arrives et tu passes c'est comme si tu passais à 100 km/h tout de suite, alors que toi, tu étais vraiment sur un transat tranquille, sans faire la course, tu vois. Ouais. Et tu as des gens autour de toi qui sont vraiment sharp, qui ont des parents qui sont avocats, de magistrats, enfin, tu vois, genre, eux, ils ont déjà tout intégré dans leur tête, tu vois, ils savent comment parler, écrire, etc. Et toi, tu arrives à côté de là et t'es pas paumé, mais tu as des années de lumière de retard, tu vois. Ouais. Et tout ça, il faut que tu le rattrapes super rapidement. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur, tu vois. Genre, donc, j'ai pas mal redoublé. Mais surtout, est-ce que tu avais envie d'étudier le droit ou tu l'as fait pour ta maman? Non, je l'ai fait pour ma mère parce que j'avais envie qu'elle soit fière, tu vois. Qu'elle soit fière de son fils, de ce qu'il deviendrait, tu vois. Genre, et puis, j'avais pas d'idée, donc j'étais en mode, bon, bah, faisons ça par défaut, tu vois. Mais, impossible que ça marche. C'était vraiment trop dur. J'ai fait... du coup, je suis quand même allé jusqu'au master. J'ai validé, ah ouais? Ouais, j'ai quand même validé mon master, mais genre en changeant 3 fois de fac. Hein. Ouais, mais quand même, t'as tenu. Enfin, j'en connais tellement qui ont arrêté en plein milieu. Je sais pas comment j'ai fait. Mais vraiment, c'était n'importe quoi. Vraiment, j'y arrivais pas du tout et c'était vraiment dur. Mais j'avais besoin de rendre fière ma mère, tu vois, avec ce diplôme, tu vois. Une fois que c'était fait, je pouvais faire mes trucs pour moi, tu vois. En fait, je sais pas comment dire, mais genre, une fois que je l'avais fait, après,
je me suis dit, c'est bon. Oui, t'as plus cette pression, quoi. Ouais, j'ai plus la pression. T'as accompli ton devoir. Ouais, et le jour où j'ai eu le diplôme, genre après, on m'a proposé un taf. Je me rappelle, le premier taf, c'était une pote à moi, en fait, qui avait eu un piston. Et elle m'avait dit, tiens, j'ai un taf pour toi, ça serait dans les assurances vie. Tu vas devoir t'occuper de portefeuille de gens millionnaires un peu, tu vois. Ok. Et j'ai commencé à faire la lettre de motivation. Et après, genre, j'ai dit, en fait, non. En fait, non. Désolé. Demande à un autre gars, s'il te plaît. Comment tu l'as ressenti? Enfin, moi, j'aurais une boule d'angoisse ou un truc. Tu l'as ressenti physiquement, le non? Non, j'ai pas trop de stress dans la vie en général, tu vois. Donc, j'étais juste en mode, mais en fait, non, c'est pas ce que je veux, tu vois. Et en fait, j'avais juste eu besoin de faire ces études pour ma mère parce que ça, je peux pas dire non à ma mère, tu vois. Dans ma tête, c'est impossible. Okay. Vu comment elle s'est sacrifiée, tu vois, genre, impossible. Mais après ces études-là, j'étais en mode, en fait, non. En fait, je vais faire un peu ce que je veux maintenant. Ça y est. Ouais. Et donc, c'était pas un déclic, mais presque. C'était en mode, maintenant, je rentre dans l'océan, quoi. Genre, je sais pas comment dire, genre, je suis livré à moi-même, mais en même temps, c'était trop cool, tu vois. Ouais, et puis là, t'es l'adulte dans l'affirmation de soi, qui pose ses limites et qui sait dire non quand il veut pas, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, et il y a aussi un peu de... Ouais, j'étais... Juste, ça marche pas, ça, et ça marchera jamais avec moi. Donc, maman, vas-y, fais-moi confiance, je vais trouver d'autres choses, tu vois. Donc, tu faisais des petits boulots déjà à l'époque? Ouais. Depuis mes 16, 17 ans, je faisais des petits tafs à côté pour gagner de l'argent, tu vois. J'ai toujours un peu bossé par-ci, par-là, McDo, etc., les petits trucs. Vas-y, ça m'intéresse. T'as fait quoi? McDo, pendant mes études de droit... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs. Vraiment, tous les tafs possibles et imaginables, je les ai faits, quoi. Dès qu'il y avait un petit peu de taf par-ci, par-là, on m'appelait, tu vois, genre des ménageurs, des petits trucs. Ouais. Bon, bref. Après, du coup, pendant la résidence universitaire, j'avais commencé à faire un peu d'associatif, tu vois, parce que j'étais avec Vito, du coup, mon associé sur le Guide Ultime, et celui avec qui, du coup, on a créé le Guide Ultime après, tu vois. Et en fait, on commençait à faire un peu d'associatif parce que on n'avait tellement pas d'argent qu'on récupérait de la nourriture en fait sur la fin des marchés. À la fin des marchés et dans les poubelles des supermarchés, on récupérait de la nourriture et c'était comme un hack qu'on avait débloqué, tu vois. On avait réussi à avoir de la nourriture gratos. Mais en plus, à l'époque, ils mettaient pas encore... ils ont mis des produits ultra toxiques à la sortie des supermarchés à un moment. Il y en a certains qui mettaient, mais en vrai, ça, c'était assez rare, les gens qui faisaient ça. Ouais. Je pense que c'était assez rare parce que les gens, ils se rendent compte quand même que c'est pas humain de faire ça, tu vois. Donc oui, ça a été légalisé par la suite, mais c'était quand même assez rare. Oui, des fois, il y a eu des trucs comme ça, où genre, pire, il y avait du verre même parfois. Oh. Tu vois, genre, tu mets la main dedans et bon... C'est un peu comme la boule noire, mais dans mon fils, tu vois. Putain. Raté, t'as perdu un doigt. Et donc, en fait, on commençait avec Vito à être, et avec tous mes potes de la résidence universitaire. En fait, on avait une petite cantine à nous. Et en fait, dans cette cantine-là, on récupérait tous les invendus et on les donnait en fait à tous les résidents de l'université, tu vois. Et on commençait à être vraiment connus. Putain, génial. Ouais, à tel point qu'on a fait un petit groupe politique et tout ça. Bon... ça, c'était moins mon truc, mais d'autres de l'association s'en occupaient. Mais moi, je récupérais 1 milliard de trucs de toutes les poubelles, etc., des fins de marché. Et on arrivait avec des melons, des fraises, enfin plein de trucs. Et on faisait une énorme cantine tous les soirs, tu vois. Oh, et tout le monde cuisinait ensemble. Tout le monde cuisinait ensemble. Et du coup, on a passé comme ça les années à la résidence à faire ça. Et c'était génialissime, tu vois. Et on était devenus vraiment tellement forts à ça que du coup, on a créé une association qui s'appelle Brigade Baguette. Génial le nom déjà. Ouais. Et c'était un peu nos premières vidéos avec Vito aussi. Et donc on sillonnait Paris et on faisait des sandwichs en fait avec toute la résidence et on les donnait en fait à des réfugiés, des SDF dans la rue, dans tout Paris, tu vois. Et donc on a vraiment commencé à être un peu connus comme ça en faisant Brigade Baguette. Et aussi on faisait des brunchs de temps en temps. Du coup on réservait en fait un resto dans le 10e qui était gratos pour les associations. Et on faisait des brunchs participatifs et associatifs pour les gens du quartier. Enfin bref. Donc la partie associative commençait à prendre beaucoup d'ampleur chez moi, tu vois. Donc, c'était en quelle année ça à peu près? Il y a 10 ans. Ok, donc 2015, 14. Ouais, 2015, 2014, un truc comme ça. Donc ouais, c'est ces années-là, tu vois. Et genre, on a fait beaucoup d'associatifs à tel point que j'ai même fait une conférence sur le glanage. Donc, tu sais, être frigane, comment se nourrir gratuitement dans la vie. Ah ouais. Ouais.
Je connaissais même pas ça, le mot être frigane. Ouais, frigane, donc c'est le fait... ça veut dire faire les poubelles, en gros. C'est un mot anglais parce que qu'on j'imaginais utilise. aussi, même dans la nature, tu prends des fruits d'un arbre. Il y a ça aussi, mais à la base... Oui, en ville... Ouais, voilà, en ville, c'est compliqué. Et puis frigane, à la base, je crois que c'est surtout... à la base de base, c'est des gens qui venaient, tu sais, après les moissons. Après les moissons de pommes de terre, etc., tu venais, tu récupérais des pommes de terre, des trucs comme ça. Donc ça, c'était les premiers glanages. Et bah, nous, on le faisait dans les villes. Tu vois, on avait un naturalier en face de chez nous. On avait, tu vois, genre un prise unique et ils jetaient des quantités mais astronomiques et des choses qui étaient encore bonnes, tu vois. Ouais. Et donc, juste nous, on les réutilisait, on les mangeait, on les réutilisait, on les redonnait, tu vois. Et on redonnait vie à des trucs en faisant des plats, etc. Et donc, j'ai appris à faire plein de plats avec ce que j'avais, tu vois. Putain, c'est canon. Et vous n'aviez pas l'inspection alimentaire ou des choses comme ça? Parce que je sais qu'on privilégie vachement l'hygiénisme en France et dès qu'il y a une date passée ou des choses comme ça, on ne peut pas les donner aux gens pour les manger. Enfin. Alors, pour l'associatif, pas vraiment. Ok. Pour l'associatif, je pense que c'est moins régulé que pour si tu ouvres un resto ou quoi, tu vois. Ou de faire payer ou tout ça. Ouais, voilà, vu que c'était gratuit, en fait, nous, on faisait toujours hyper gaffe, tu vois, évidemment, Ouais. à respecter la chaîne du froid, etc. Et on goûtait tous les trucs, etc. On était devenus très forts pour savoir ce qui était périmé ou pas, tu vois. Ouais, sentir, faire confiance à vos sens. Voilà, Quoi. exactement. Mais en vrai de vrai, tout est jeté beaucoup trop à l'avance, tu vois. Tellement à l'avance qu'en fait, tu peux en garder encore tes trucs une semaine. Alors, il y a des trucs, c'est un peu compliqué. Tu vois, par exemple, la viande en été, tu vois, on faisait un peu attention. Mais à part ça, vraiment, tu peux y aller, quoi. Surtout sur les yaourts et tout ça. Ouais, mes yaourts, je les garde super longtemps. Et puis, on se rendait compte à quel point, tu vois, genre, moi, j'avais vachement de mal après à aller dans un supermarché, en fait, parce que tu te rendais compte à quel point tout ce qui était jeté, c'est ce que je retrouvais dans les supermarchés. Et en fait, d'une, c'était super cher dans les supermarchés. Et puis, en fait, ce qui était jeté, c'était surtout des produits animaux. Donc, de la viande, des poissons, des produits laitiers. Et c'est abusé, tu vois. Genre, on utilise un être vivant. Ouais. Et alors, moi, je ne suis pas végétarien, mais je trouve ça encore plus dommage de jeter ce qu'il a fait ou ce qu'il est à la poubelle. C'est pas respectueux. Quoi. Ouais, et j'étais là, putain, mais c'est vraiment une hypocrisie totale, quoi. J'avais une sorte de dissonance quand j'arrivais dans les supermarchés parfois où je devais faire mes courses, tu vois, pour le PQ, des trucs comme ça. Et j'étais en mode, mais c'est quoi ces rayons entiers de viande qui va finir à la poubelle? Je savais où ça allait. Et vraiment, ça m'a encore plus poussé à faire de l'associatif à fond. Et du coup, moi, je suis parti vraiment dans l'associatif. Donc, j'ai fait une autre association plus après, en partenariat avec des réfugiés, tu vois. Tu l'as créé ou tu les as rejoints? Ouais, je l'ai créé là. Où, en gros, du coup, l'idée, c'était d'aller dans des facs, dans les écoles, pour raconter la vie des réfugiés EES, tu vois. Donc, raconter leur parcours, comment ils étaient venus, dans l'idée de faire comprendre en fait que ces gens-là que moi je voyais tous les jours, en leur donnant à manger, qu'en fait ils n'étaient pas dangereux. En fait, que l'image qu'on voyait dans les médias, c'était pas du tout celle qui était la réalité, quoi. Et donc, bref. C'est canon, hein. T'as fait combien de facs, combien de conférences là-dessus? Ça s'est fait dans une autre ville aussi, à Angers. Ah ouais? Ouais, dans une autre ville à Angers aussi. Pourquoi à Angers? Parce qu'il y avait la sœur d'un ami à moi qui habitait là-bas. Ouais, bref. Mais ouais, ça s'est fait un petit peu, mais pas tant que ça, parce que pas très longtemps après, j'ai rejoint une association / entreprise qui s'appelle Lulu dans ma rue. Je vois très bien. Ouais, j'ai bossé un peu pour eux. Et, tu faisais quoi pour eux, du coup? J'étais concierge. Ok. J'étais concierge et coordinateur. Donc, en gros, j'étais dans un kiosque. Et je donnais des missions un peu aux gens... bricolage, etc., plomberie, blablabla. Ouais, t'étais dans quel kiosque? Celui de Villiers. Mais non! Ouais, à côté de chez toi. Ah, mais on a dû se croiser, c'est possible, ouais. Et celui après du 20e qu'ils avaient ouvert à Gambetta. Mais c'était très cool, j'ai rencontré des gens trop cool et tout ça, très sympa, mais c'était très ambiance start-up plus qu'associatif. Et c'est là où ça pêchait un peu pour moi, c'était un peu genre... tu prêches un truc, mais t'es pas à fond dans tes croyances, en fait. Ouais, et tu veux faire du fric derrière aussi, quoi. Exactement, c'est ça. Et moi, j'avais des gens qui venaient et qui me disaient, tu sais, des Lulus, donc des gens qui bossaient pour nous, qui venaient et qui étaient en mode, en fait, tu nous donnes pas assez de prestations, on gagne pas assez, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode, bon, vas-y, on va partir de là et on va faire vraiment un truc qui a du sens. Et donc, je suis devenu prof des écoles. Donc là, j'ai refait un master. Ah ouais? Ouais, j'ai refait un master et du coup, je suis devenu prof des écoles. Attends, mais comment ça t'est venu? Parce que là, on a parlé de l'école depuis tout à l'heure où justement, ça te passionnait pas du tout, t'étais pas assez stimulé. Comment t'en viens à te dire, je vais être prof d'école? En fait, en travaillant dans l'associatif, je me suis rendu compte que j'adorais ça. J'adorais l'associatif, j'adorais le rapport avec les gens, etc. Et je me suis dit, si je rejoins à chaque fois une association et qu'en fait, il y a toujours
un problème d'argent, une problématique, tu vois, genre de créer un peu une start-up ou quoi avec ça et de changer et de devenir un business, en gros, moi, ça va pas m'aller. Donc, autant faire un truc vraiment, vraiment qui a du sens, tu vois. Et bref, je savais que j'adorais les enfants, que je suis moi-même un grand enfant, donc je pense que j'étais bien avec eux, tu vois. Donc, je me suis dit, vas-y, essaie de faire prof et peut-être que ça pourrait te plaire, tu vois. Au final, c'était un peu une erreur parce que j'étais nul. Oh, à ce point-là? Ah, mais vraiment. Heureusement que j'ai arrêté vite au bout de 2 ans et demi, 3 ans parce que j'étais vraiment naze. En fait, il y a plein de compétences pour être prof que j'avais pas. Donc, être responsable, être organisé. Enfin, tu vois, genre, plein de trucs où moi, c'était complètement hors de mon personnage, tu vois. Ouais, mais tout dépend de ce que tu leur apportais aussi. Si tu étais dans la transmission et justement les stimuler pour aller à l'opposé de ce que tu avais reçu, ça aussi, ça peut... Bah ouais, mais le problème, c'est que dans l'éducation nationale, il n'y a pas beaucoup de place à ça, tu vois. T'as des cours, tu dois respecter, évidemment, le programme, et c'est important. Mais moi, j'avais des inspecteurs et des inspectrices qui venaient et qui étaient en mode « Mais c'est quoi tous ces cours sur ta table? Pourquoi c'est autant le bordel? Enfin, tu vois, genre, comment t'arrives à t'y retrouver, etc. » Enfin, et moi, j'étais en mode « Mais si, regardez, il y a le cours ici. » Enfin, bref, j'ai adoré travailler avec les enfants. J'ai adoré même les parents d'élèves parce que j'étais dans les banlieues un peu difficiles. Genre, regarde, je les connais, ces trucs comme ça. Mais ils étaient tellement contents d'avoir un prof, tellement avec de la gratitude, tu vois, par rapport au fait juste d'avoir eu un prof, que j'étais trop content d'être là, mais je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas à ma place aussi en même temps. Et j'étais trop... quand je rentrais chez moi, j'avais besoin de regarder un mur blanc tellement j'étais crevé, fatigué après d'avoir tellement joué un rôle en fait toute la journée, tu vois. Ok. Donc... C'était quelle classe? À quelle classe tu donnais cours? CE2 et maternelle. Oh. Mais c'était super beau, vraiment. Mais je pense que je suis plus un animateur qu'un prof. Ou alors, je pourrais être prof, mais il faudrait que je puisse aller dans tous les sens, parler de n'importe quoi. Enfin, tu vois, ce qui n'est pas possible. C'est ça ton programme, quoi. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas possible. Mais c'était quand même une très belle expérience. Et vraiment, vraiment très belle expérience. Mais voilà, après... Du coup, comment t'arrêtes? En fait, à ce moment-là, la mère de ma fille était enceinte. Et du coup, il fallait que je trouve aussi un emploi qui potentiellement soit moins contraignant niveau horaire et potentiellement qui me donne un peu plus d'argent parce que prof des écoles, c'est quand même un des tafs les moins respectés au monde et aussi en termes d'argent. Donc, habiter à Paris avec 1 500 €, comment tu fais, tu vois? Ouais, c'est dingue. Et du coup, t'as tenté ta fille, là, t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais quel âge? J'avais 34. Ah oui, on a bien avancé. On a bien avancé là. Parce que j'étais en train de me dire, t'étais jeune. non. Non, t'étais déjà vieux. 34, oui, j'étais déjà super vieux. 33, 34, oui, un truc comme ça. Mais ouais, j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je trouve un truc. Et en fait, j'ai commencé à faire du développement web. Donc, je me suis intéressé un peu à ça. J'ai regardé vite fait pour faire une formation, etc. Ah ouais. Et pareil, comment ça t'est venu? Je me suis dit, j'avais des potes qui avaient déjà qui étaient déjà un peu partis là-dedans, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y, je vais le faire, etc. Mais bref, il fallait rester devant un ordinateur toute la journée. Et encore une fois, c'est pas le genre de truc qui me ressemble. Ouais. Donc impossible pour moi de faire ça. Et donc, bref, j'étais en mode, oh là là, comment je vais faire et tout ça. Et en même temps que je me disais ça, j'avais commencé à faire des vidéos. Donc j'avais commencé à... Parce qu'en fait, Vito, donc mon associé sur le Guide Ultime, réalisateur, photographe, etc. Lui, du coup, il avait commencé un peu à faire des vidéos avec des sujets comme la bouffe, etc. Tu vois, sur ce que vous faisiez en asso. Sur ce qu'on faisait en asso, ouais, etc. Et ça avait bien marché. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça sur TikTok aussi, tu vois. À l'époque, TikTok commençait à marcher, etc. Donc, j'ai lancé des vidéos où je parlais de mes adresses préférées à Paris, sur TikTok, etc. Et ça marchait super bien. Et ça marchait tellement bien, en fait, que j'en ai fait 2, 3, 4 par jour, tous les jours. Ah ouais? Ouais, tous les jours. Et en parallèle de ça, Victor m'avait demandé de participer un peu à l'écriture du livre Le Guide Ultime. Parce que, du coup, l'idée, avec Victor, ça a toujours été de faire un peu un livre sur... comme un peu le Guide du routard, mais pour les jeunes, tu vois.
Et donc, bon, attends, pour ça, il faut que je t'explique avant ce qui se passait. Vas-y. Parce que j'ai l'impression, justement, le rapport même à la bouffe et tout ça. On a raté une étape, ouais. Vas-y. Juste, Victor et moi, du coup, oui, on a toujours été dans la bouffe, etc., récupérer de la bouffe, etc. Mais on a surtout toujours été passionnés par les histoires des gens. Donc, quand on récupérait pas de la nourriture, notre but, c'était toujours d'aller dans des endroits et de demander un peu l'histoire derrière ce que les gens mangeaient, ce que les gens faisaient, etc., tu vois. Et donc, je me rappelle, on toquait aux portes des pâtisseries, des boulangeries, des restaurants, etc. Et on demandait, est-ce que c'est possible de faire des petites photos, des petites vidéos où on raconte un peu votre histoire. Et ça, c'était il y a 9-10 ans, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la genèse de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Okay. Et donc, moi, je faisais les histoires et Vito faisait les photos et les vidéos. Et donc, on se partageait comme ça le travail. Et c'était un travail tout à fait bénévole, hein. Des fois, on se faisait offrir un petit truc, tu vois, genre un petit éclair au chocolat, un truc comme ça, tu vois, genre on était trop contents, on était trop heureux, tu vois. Et comment ils réagissaient, même les commerçants, parce qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup moins, quoi. Non, ça se faisait pas du tout. Du coup, ils étaient un peu... c'était rare qu'on ait des réponses positives, mais tu vois, on avait des gens qui étaient vraiment cool, comme Philippe Condicini. Tu vois, genre, c'était un des premiers à nous avoir accueillis et nous avoir parlé. Utopie, la boulangerie Utopie aussi, tu vois, par exemple. Enfin, tu vois, genre, et du coup, on était passionnés par raconter les histoires et à ce moment-là, on s'est dit, mais putain, on a vraiment trouvé ce qu'on voulait faire, en fait, tu vois. Et le truc, c'est que, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense que c'était encore un peu trop tôt. Et donc, quand on s'est lancé, ça a eu du succès, mais ça a eu un succès très niche, en fait. Tu vois. Vous le lanciez où, là, sur Insta. Sur Insta, okay. sur la page de Vito à l'époque. Mais c'était la genèse, en fait, du Guide Ultime, tu vois. Ouais. En fait, on se baladait dans tout Paris et on cherchait des bonnes adresses que moi, je connaissais parce que j'avais sillonné Paris avec Vito, tu vois. Et donc, on cherchait les bonnes adresses et on demandait, est-ce que c'est possible de raconter votre histoire, etc. 90% nous disaient non, mais 10% étaient OK et nous racontaient un peu et en même temps, on mangeait et on parlait de leur histoire. Et bref, on a fini par arrêter, abandonner parce que effectivement, ça rapportait pas d'argent et donc c'était compliqué le modèle. Mais on a toujours gardé ça en tête, tu vois. Et donc, Victor est devenu réalisateur, photographe. Moi, je suis devenu prof des écoles. Et vous avez mis ça de côté. On a mis ça de côté, mais juste après le Covid, après le confinement, en gros, on s'est dit, mais comment faire pour donner un peu un renouveau dans la bouffe à Paris, tu vois. Comment faire pour, en gros, sortir des restos? Parce que, tu sais, moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours été dehors. J'ai toujours aimé manger dehors. J'ai toujours kiffé la street food, etc. Ça a toujours été mon délire, mais c'est normal. C'est parce que j'ai fait mon enfance dehors, en fait, dans la rue. Donc, c'est ta zone de confort plus que le soir. J'adore. Et moi, les restos, en fait, ça m'ennuie parce que, tu sais, je suis attablé. Des fois, il faut que j'attende 1 heure, 2 heures, 3 heures avant d'avoir tous mes plats et tout ça. Et comme à l'école, tu vois. En fait, au bout d'un moment, je m'ennuie, tu vois. Et j'en peux plus, tu vois, de rester à ma place. Et donc, la street food, ça, j'adorais, tu vois. Et donc, avec Vito, on s'est un peu retrouvés là-dessus. On était tous les deux un peu trop, je sais pas si hyperactifs ou quoi, ou un truc comme ça, tu vois, mais juste pas pouvoir tenir en place. Et donc, on s'est dit, vas-y, viens, on fait un peu le guide du routard, mais pour les jeunes. Et donc, on a commencé à écrire le livre et on a fait appel à des potes à nous qui étaient dans la bouffe aussi, Jess et Milan, Florian Nair, et d'autres qui faisaient un peu déjà à l'époque. Hein. Donc, il y a très longtemps de la bouffe, mais pour les jeunes. Et vous aviez repris Instagram à ce moment-là ou pas du tout? Ouais, du coup, on a lancé l'Instagram à ce moment-là, juste après le livre. Juste après le livre. Après le livre. Ouais, juste après le livre. Et donc, c'est Vito qui faisait toutes les vidéos à l'époque. Et puis moi, j'ai vite rejoint, en fait, parce que du coup, moi, je faisais mes vidéos dans mon coin sur TikTok. Et j'avais commencé à acquérir de l'expérience, tu vois, à force de faire des vidéos. Et tu gagnais de l'argent sur TikTok, là? Je gagnais 0 argent, mais par contre, j'ai commencé à avoir dès mes premières vidéos, en fait, j'ai réussi à avoir un magasin, en fait, qui m'a appelé pour faire des vidéos. Ah ouais? Et donc, je leur vendais, en fait, je leur facturais des vidéos. Donc, j'ai arrêté d'être prof. Ah ouais? J'ai démissionné. Et je me suis lancé à fond dans ça, en fait. Ouais, donc naturellement, on t'a demandé d'être presta en création de contenu. Ouais, c'est ça, parce qu'à l'époque, en fait, ça n'existait pas, tu vois. Et ils se sont rendus compte, en fait, que la vidéo, c'était en train de devenir hyper important. Donc ouais, c'est devenu ça, tu vois. Et donc, le Guide Ultime s'est lancé. Et la page Instagram avec, les 10 000 abonnés par semaine en plus. Waouh. Vous arrivez à comprendre pourquoi vous avez eu 10 000 abonnés par semaine? Je pense qu'aujourd'hui, ouais, je commence à comprendre. En fait, on sortait du Covid, on n'avait plus trop... Mais là, plus personne a envie d'aller au restaurant. Parce que plus personne avait envie d'être confiné dans un endroit, tu vois.
Et nous, on arrivait avec tous nos spots de street food, de street food asiatique, africaine, ouest-africaine, enfin, tu vois, latino, etc. Et genre, les gens, en fait, ils avaient besoin de renouveau un peu. Pas de nourriture française, mais de trucs un peu qui venaient de partout ailleurs, tu vois. Parce qu'ils avaient peut-être fait à manger chez eux, ils avaient mangé des trucs un peu peut-être français, ou peut-être ils en avaient marre, tu vois, j'en sais rien. Ce qu'ils savent faire. Ouais, et puis même, je pense Paris avait besoin d'un vrai renouveau, tu vois. Et en fait, on arrivait pile poil au moment où justement Paris est un peu devenu la capitale de la street food, tu vois. Et donc, les planètes étaient un peu alignées, tu vois. Et donc, chaque vidéo qu'on faisait un carton total, tu vois, parce que les gens se rendaient compte que, putain, en fait, ça, c'est une super adresse, etc., qui vient d'ouvrir. Ou regarde, là, il y a ça qui vient d'ouvrir, etc. Donc, on était un peu, hyper suivis pour ça. Et puis, on a toujours réfléchi aussi d'une autre manière. On s'était toujours dit, on va jamais demander d'argent aux restaurateurs. Par contre, ce qu'on va leur demander, c'est de régaler, en fait, nos abonnés, tu vois. Donc, au début, tu vois, on faisait des trucs genre, 100 donuts offerts par-ci, 200 donuts offertes par-là. Et puis après, c'est devenu des 1000, toute la journée offerte. Tu vois, genre, on a créé des queues incroyables, interminables partout. Tu vois, genre, il y a même une fois où il y a eu des fermetures administratives, tu vois, des hélicoptères qui sont venus. Enfin, tu vois, genre, ouais. Genre un délire, la police qui vient, enfin tu vois, genre tellement il y avait de monde et tellement on créait des trucs de fou, tu vois. En plus, vous étiez pas là, c'est vraiment après votre vidéo, les gens se sont précipités dans le resto. Ouais, c'est ça, ouais. C'est dingue. Mais non, mais... La première fois que c'est arrivé, vous avez réagi comment ? Vous vous êtes senti dépassé un peu par le truc ou... C'est assez spécial comme sentiment parce que tu vois, toi tu fais ta petite vidéo dans ton coin et le lendemain, tu vois un effet. Tu vois, genre, tu vois un effet, mais genre qui te dépasse complètement, tu vois. Et qui te dépasse en termes de gens, enfin, en termes des conséquences que ça peut avoir, enfin, tu vois, genre... Et les conséquences, elles sont toujours magnifiques, tu vois, genre, le restaurateur ou la restauratrice, il est trop content, tu vois. Son resto est mis en avant, et puis il a enfin La clientèle. Ouais, la clientèle. Et puis nous, en fait, on a toujours été portés un peu par un sentiment de justice, tu vois. Genre... on s'est toujours dit, putain, c'est vraiment dommage, il y a des établissements, des endroits qui font de la tellement bonne bouffe, à pas cher... Comment faire en sorte que eux ils soient mis en avant et pas d'autres, tu vois. C'est pas d'autres. Ceux qui ont des RP ou qui ont plus de moyens. Ouais, voilà, exactement. Mais genre, nous, notre but, ça a toujours été ça. Ça a toujours été de mettre en avant des belles histoires, des trucs originaux, mais surtout de faire un peu de justice sociale à notre échelle, tu vois. En mode, putain, mais regardez là ce qui se passe ici, c'est trop bien, tu vois. Et allez goûter, en fait. Et au-delà de ça, genre, moi, j'étais... je te l'ai pas dit encore, mais ouais, à côté de ça, j'étais aussi guide touristique à Paris, mais guide street food. Ok, ça a commencé quand ? Il y a 6-7 ans maintenant, donc à Belleville. Et donc à Belleville, je faisais des tours en fait de street food et street art, mais surtout food. Et tu vois, Belleville, c'est un quartier tunisien comme moi, et en même temps chinois et vietnamien. Et moi, je suis né dans le 13e, tu vois, donc je suis né à côté du 13, donc pour moi, Belleville, c'est devenu mon quartier de cœur. Et faire des street food tours, ça me connaissait, tu vois. Ouais, c'est dingue. Tu habitais à ce moment-là dans le quartier ou pas du tout ? Ouais, j'y habitais, ouais. Ok. Ouais, j'y habitais, j'ai habité dans le 13e et puis après, j'y habitais à Belleville. Mais tu vois, l'envie de donner aux gens... En fait, la satisfaction que tu as quand quelqu'un va dans un endroit que tu as aimé et te dit « Ah, j'ai kiffé, merci », je crois que ça, c'est un peu au-dessus de tout aussi, tu vois. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, tu vois, mais je suis trop content quand quelqu'un me dit, en fait, et encore aujourd'hui, hein, quand quelqu'un me dit, ouais, putain, merci beaucoup pour cette adresse, etc., genre, ça me fait trop plaisir. Ouais, mais c'est le plaisir de pouvoir proposer à quelqu'un de prendre du plaisir aussi. Enfin, ouais, c'est une sorte de transmission, en fait. Ouais, et ça me rend hyper heureux de voir que les gens ont kiffé, tu vois. Bref, et du coup, ouais, c'était un peu ça l'idée du guide ultime, genre, parler des endroits où c'est bon, copieux, et t'en as pour ton argent. Et en même temps, il y a une histoire, tu vois, genre intéressante derrière, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, on a commencé à faire des millions de vues, en fait. Des millions et des millions de vues, mais à tel point que, ouais, ça a fait... aujourd'hui, c'est plus des millions de vues, c'est des millions d'abonnés, quoi. Du coup, c'est presque 2 millions d'abonnés. Enfin, c'est plus de 2 millions d'abonnés sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, voilà, quand on sort dehors, on se fait reconnaître. Enfin, tu vois, genre... très bizarre, tu vois, genre on demande des photos, enfin tu vois, on passe du digital au réel sans s'en apercevoir, quoi. Ouais, et ça c'est impressionnant, tu vois. Après, c'est une autre vie, quoi, aujourd'hui. C'est, tu vois, on a commencé vraiment à faire les poubelles et aujourd'hui on nous invite dans des palaces, enfin tu vois, genre
On a des tapis rouges qui sont déployés pour nous. Enfin, les gens sont aux petites attentions, etc. Alors qu'on vient en casquette à l'envers, hyper mal fringué et tout ça. Mais genre, les gens, en fait, nous reconnaissent maintenant. Et déjà, ils savent qu'on va faire du bon boulot ou qu'on va jamais être méchant avec eux, tu vois. Ouais. Puis au-delà de ça, maintenant, on commence à être un peu connu, quoi. Et ça, c'est assez... Ouais, ils sont raccords avec vos valeurs. Ils savent que, vous êtes des bons gars qui veulent faire plaisir en transmettant justement ce qu'ils aiment, quoi. Ouais, et ça, c'est assez, c'est assez dingue, en fait, ce qui se passe, tu vois. Moi, je me serais jamais dit dans ma vie que j'allais, je sais pas, moi, faire des photos avec des gens, tu vois, que je connais pas, tu vois, que j'allais me faire reconnaître dans la rue. Enfin, tu vois, t'as jamais eu le rêve d'être une star de cinéma Non, et puis moi, ça m'intéresse pas du tout, pour le coup. La célébrité ou quoi, j'avoue que je cours pas du tout après ça. Au contraire, je cours après la tranquillité, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que ça te dérange quand dans la rue, on t'arrête? Non, ça va. Non, ça va. C'est hyper gentil en général. C'est genre, le Guy Ultime, merci pour tes adresses. Merci. Quand t'as la crève ou que t'es malade et tout ça. Non, ça peut être pas dérangeant, mais ça peut être... ça dépend de la manière dont c'est dit. Ouais. Si tu vois, genre, c'est le TikToker ou un truc comme ça, oui, t'es un peu là, ah oui, merci. Enfin, tu vois, genre... mais si c'est dit de manière gentille, genre, j'ai kiffé tes adresses, merci beaucoup, tu me fais rire, etc. Genre, c'est un plaisir, tu vois, en vrai. Voilà, non, franchement... Mais il n'y a pas des trucs chelous qui te sont arrivés ou... Des fois, des gens qui me parlent pendant des très, 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 très longues périodes. Très longues périodes. Ça, oui, ça m'arrive. Et peut-être je suis un peu trop gentil pour dire stop à un moment donné, tu vois. Je sais pas comment dire stop à un moment donné, mais ça m'est arrivé parfois. Genre, mais à part ça, rien de méchant. Et rien de méchant, rien de dangereux. Non, vraiment pas. Non, au contraire, les gens sont vraiment bienveillants et tout ça. Et puis, non, c'est pas... Et puis, moi, je fais que de la bouffe. Si les gens étaient vraiment vénères contre moi, alors que je fais que de la bouffe, ça serait bizarre, tu vois. J'ai pas un contenu hyper politique, on va dire. Oui, c'est vrai. Ça va. Mais surtout que le contenu, il est surtout sur le Guide Ultime. Finalement, sur ton compte Instagram, il n'y a pas grand-chose. Non, parce que je voulais pas justement... je sais pas comment dire. Genre, j'ai un truc où j'aime bien ma vie privée un petit peu, tu vois. Et genre, j'avais commencé à faire mon compte perso dans mon coin et tout ça à un moment donné. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai pas forcément envie de ça. J'ai envie que mon bébé, le Guide Ultime, ça devienne vraiment un truc un peu incontournable. Mais est-ce que moi, c'est important dans l'équation? Pas forcément, tu vois. J'ai envie que ça soit le Guide Ultime, tu vois, qui soit poussé à fond, tu vois, et qui réussisse. C'est vraiment ça ce que je ressens, tu vois. Et comme ça, si c'est plus moi après, tant mieux, en fait. Oui, ça dépend pas de toi. Voilà, exactement. Ça dépend pas de moi. Et puis, encore une fois, je cours pas derrière la fame ou la célébrité. Je cours juste après ce que j'ai envie de faire moi, tu vois. Et genre, c'est tout ce que j'ai envie. J'ai juste envie de faire ce que je veux faire, en fait. Ouais. Et du coup, là, est-ce que tu t'es transformé en patron de boîte ou comment ça se passe? Un petit peu, ouais. C'est vrai que c'est assez spécial maintenant, les journées. C'est genre, y a des gens qui m'aident à bosser avec moi, tu vois, genre des monteurs, monteuses. Bien sûr, t'es obligé, à un moment donné, de t'associer, d'avoir des gens avec toi pour t'aider à aller plus loin, quoi. Ouais. Et donc, nos formats, c'est toujours des formats faits un peu à l'arrache, etc. Mais derrière, il y a quand même parfois du montage, tu vois, genre des cadreurs. Il y a plus de monde, quoi. Il y a un peu plus de monde. Et puis parfois, tu vois, aujourd'hui, on est quand même une petite entreprise, donc forcément, il y a des opérations commerciales qui sont faites de temps en temps. Donc, pour ça, il faut avoir un ou une commerciale. Enfin, tu vois, genre des petits trucs comme ça, mais genre... obligé au bout d'un moment de s'agrandir, mais disons que ça a jamais été voulu, quoi. J'ai jamais voulu créer de boîte, j'ai jamais voulu être célèbre, tout s'est fait juste comme ça, tu vois. Et je pense que c'est ce que je souhaite à tout le monde, tu vois. Je pense pas que il faille absolument vouloir être riche, bon, c'est pas mon cas, mais je pense que si tu te dis ça directement, si c'est ton objectif, je pense que ça peut pas marcher. Il faut que ça soit fait naturellement pour moi. Et que ce soit quelque chose qui vienne des tripes. Ouais, voilà. Ou juste une envie très très forte, tu vois. Et ouais, c'était mon cas, tu vois. Juste une envie très forte de faire ce que je veux, en fait. Et du coup, tu vis là du Guide Ultime? Ouais, je vis du Guide Ultime et j'ai une autre boîte aussi à côté pour laquelle, tu sais, genre je fais des petites vidéos en fait pour les restos et tout ça, mais sur leur compte à eux, de l'influence en gros, et donc je les aide un peu à se pousser, mais je fais ça pour très très peu de gens parce que la principale chose que j'ai envie de faire, c'est profiter de ma fille aujourd'hui. Oh. Elle a quel âge là en ce moment? Elle a 3 ans et demi. Oh. On est quand? En février 2025. Ouais. Si on nous écoute dans 10 ans. Mais ouais, l'idée, ça a toujours été de faire ce que je veux, en fait, toute ma vie. Et donc,
comme j'ai dû me forcer pour faire un peu les études que je voulais pas faire pendant une bonne partie de ma vie pour ma mère, et pour pas la décevoir, bah, en gros, après, je me suis toujours dit, en fait, Ali, en fait, c'est même pas je me le suis dit, c'est que j'avais pas le choix, en fait, dans ma tête. Maintenant, je fais exactement ce que je veux, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Hein. Et la peur, c'est jamais immiscé dans tout ça. Quoi. Non, j'ai jamais eu peur, en fait, de quoi que ce soit, tu vois. Même, tu vois, ma fille était encore dans le ventre de sa mère, et genre, j'étais grave dans la merde, en fait, parce qu'il fallait que je trouve un taf, tu vois. J'avais démissionné de mon taf. Ah ouais, le stress, quoi. Mais je stressais pas du tout parce que je savais que j'allais retomber sur mes pattes. Ouais. Je sais pas comment te dire, mais t'as genre... une confiance, en fait, en toi. Tu sais que ça va aller. Quoi. Bah, je sais pas si c'est une confiance en moi, mais j'ai une confiance en la vie, tu vois. Plus, j'ai une confiance au fait que ça va bien se passer. Parce que je sais que même si je devais faire les poubelles, j'y arriverais, tu vois. Même avec 0 argent, je me démerderais, en fait. Parce que ça a été ce qu'a fait ma mère, tu vois, quand j'étais petite. Tu vois, genre, c'est pas l'idéal, tu vois. Mais j'ai quand même eu une super enfance. Donc, même si ma fille, j'aimerais pas l'éduquer comme ça, parce que c'est pas aujourd'hui ce que je lui souhaite, parce que je me dis c'est quand même mieux qu'elle ait un appart, etc., qu'un hôtel comme moi. Mais je sais qu'elle serait quand même heureuse avec moi dans un hôtel, j'en suis sûr. Et genre, j'ai pas peur en fait de ce qui peut arriver. Je pense que ça t'apprend un peu à avoir une résilience, tu vois. Ouais, carrément. Et à te dire que tout peut arriver et tout est pas si grave que ça en fait, tu vois. J'ai pas envie de dire des gros mots, tu vois, mais même si je perdais mon appart, j'ai pas d'appart, mais même si j'étais plus locataire et je devais retourner, je sais pas moi, trouver des endroits, etc., je me démerderais en fait. Ouais. J'aurais des potes qui m'aideraient, ou j'aurais une association, ou je montrais un truc, enfin tu vois. Rien n'est grave, quoi. Non, rien n'est si grave que ça. Et tant que t'as la santé, tant que tes proches sont là, enfin tu vois, genre tout va bien. Tu vois, ça n'a jamais été un problème pour moi dans ma tête. Ça n'a jamais été une peur. Le travail, perdre son travail, ça n'a jamais été une peur dans ma tête. Le pire pour moi, c'est pas faire ce que je veux. C'est ça le pire, tu vois. Genre ne pas m'écouter, tu vois. Ne pas être en phase avec qui je suis. Ça, c'est le pire parce que... Et en fait, c'est pas conscient hein, ce que je te dis. Ouais, mais justement... Inconsciemment, en fait, je peux pas m'en empêcher de pas me suivre. Tu vois... Prof, je me suis pas suivi, je me suis pas écouté, ça a pas marché. Tu vois, droit, je me suis pas suivi, ça a pas marché. Enfin, tu vois, genre, je me laisserai pas rester dans un truc, dans un taf où je suis pas content en fait. Je quitterai en fait du jour au lendemain, même si le guillotine me saoule demain, je partirai le lendemain et je trouverai autre chose, tu vois. Ouais, tu peux pas faire semblant. Je peux pas faire semblant en fait, dans la vie ou dans ce que j'ai envie de faire. En tout cas, je peux plus aujourd'hui, tu vois. Genre, je pense que dans nos enfances, un petit peu, on fait tous semblant un petit peu et on se force à faire plein de choses, tu vois. On se découvre en même temps. On sait pas exactement ce qu'on est. On sait pas ce qu'on veut, ouais, c'est ça, ouais. Mais j'admire beaucoup ceux qui savent très vite, très tôt, exactement ce qu'ils veulent. Parce que moi, ça n'a pas été mon cas. Il m'a fallu du temps, tu vois, avant de comprendre. Mais maintenant que j'ai compris ce que je voulais, jamais je vais repartir en arrière et je vais faire un truc que je veux pas faire. Donc déjà, ne pas faire un taf de bureau, pour moi, ça c'est impossible. Ne pas faire un taf où je fasse une seule tâche. Ne pas... Enfin, voilà, il y a plein de trucs où moi, je pourrais plus jamais, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a d'autres pour qui, peut-être, qui sont plus faits pour des tâches avec à faire une tâche, tu vois, je sais pas. J'imagine, j'en sais rien. Pour moi, non. Mais peut-être. Hein, non, mais chacun est différent, je pense. Hein. Chacun est différent. Et moi, c'est pas mon cas, tu vois. Et surtout, ne pas s'écouter, ça, c'est vraiment le pire truc à faire dans sa vie pour moi. Et tu sais d'où ça vient ? D'où ça vient, ça ? Le fait de s'en foutre ? Le fait de s'écouter, absolument. Et de surtout pas... Ah, c'est une bonne question. Je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Attends, je réfléchis. Pourtant, il me semblait que tu avais fait une retraite d'ayahuasca pour comprendre. Vrai, ouais. Non, c'est juste que genre, je suis vraiment quelqu'un de têtu en fait. Je vais jamais vouloir déjà d'une. Je crois que j'ai du mal à faire ce que tous les autres font. Donc ça, j'ai du mal à faire la même chose que tout le monde. T'as un besoin de te démarquer, tu penses ? Ouais, mais c'est pas voulu, tu vois. Ouais. C'est juste, c'est pas pour faire mon intéressant ou quoi, c'est juste que ça me fait chier, en fait, de faire la même chose que tout le monde. Ça me fait chier de parler des mêmes choses, ça me fait chier de, tu vois, genre... ça me fait chier, en fait. De faire aussi, de parler du taf. Alors, t'as fait quoi ce week-end ? Tu sais, le small talk, les trucs comme ça, genre, ça m'a toujours emmerdé. Et genre, ouais... Ça, c'est non, tu vois. Ça, c'est déjà plus jamais faire ça, tu vois. Dans ma vie, c'est déjà bien.
Mais d'où ça vient le fait de toujours vouloir faire ce que je veux? Je sais pas, je pense que je suis juste un enfant en fait dans ma tête. Vraiment. Un enfant qui est toujours resté un enfant en vrai. Tu vois, quand je joue avec ma fille aujourd'hui, c'est ce que je me dis. Hein. Je joue avec ma fille comme si j'avais 5 ans, tu vois, avec elle. Mais vraiment. Et quand je prends des décisions dans la vie, des fois, c'est des décisions d'enfant en fait. Ouais. Tu vois, non, j'ai pas envie de faire ça en fait. J'ai envie de faire ci, tu vois. Et en fait, je suis hyper content d'écouter enfin cet enfant intérieur, tu vois. Ouais, c'est dingue. Hein. Et je mettais pas de mots dessus avant de te parler là maintenant, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est complètement ça. Hein. Tu t'es défait un peu de toutes les couches et ouais, c'est ça exactement. Et tu sais t'écouter, quoi. Mais exactement. Et ça, c'est un travail de tellement d'années, etc. Où justement, tu t'es pas écouté en fait. Où justement, tu t'es renié et tout ça. Et donc en fait, à force, tu t'es adapté et tout. Ouais. Et c'est très bien de s'adapter et tout ça. Mais en fait, c'est encore mieux d'être droit dans ses bottes et de savoir ce qu'on veut, tu vois. Et genre aujourd'hui, je sais que ouais, dans ma tête, je suis un grand enfant. Et c'est pas grave, en fait. Genre, il y en a plein qui me le disent. Hein. En fait, c'est même pas grave, c'est canon. Bah, moi, je kiffe, en tout cas. Je kiffe ma vie de grand enfant. Ouais. Et si je pouvais avoir ma vie de grand enfant toute ma vie... En fait, moi, les gens que j'admire, les personnes âgées que j'admire, c'est les gens qui vont te parler, tu sais, de manière un peu... Pas infantile, non, pas infantile, c'est pas le terme. C'est comme s'ils étaient jeunes, en fait. Ouais. Tu vois ? Les personnes âgées, mais jeunes dans leur tête. Ouais. Et genre, qui vont dire, bah non, c'est pas grave. Enfin, tu vois, genre... Oui, mais souvent, moi, je me rappelle quand j'accompagnais mon père en EHPAD, il me disait, mais qu'est-ce que je vais faire là? Parce que je lui disais, fais-toi des amis et tout. Il me dit, mais ils sont tous vieux. Et alors, il était aussi vieux qu'eux, voire parfois plus vieux. Mais c'est vrai que dans la tête, en fait, pas du tout, quoi. Ouais. Bah, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que moi, je pense que j'ai jamais réussi à passer ce cap de devenir adulte dans ma tête, tu vois. Je sais même pas ce que c'est, en fait. Tu vois, donc les responsabilités, tout ça, en fait, ça m'a jamais atteint. Parce que pour moi, c'est pas si grave que ça, tu vois. Et donc, comment tu fais d'ailleurs les responsabilités? Parce que tu disais que tu pouvais pas quand tu étais maître. Mais là, tu as des responsabilités. Tu as ta fille, tu es locataire d'un appart. Ouais, mais tu as des charges. Tu y arrives? Bah, j'y arrive comme je peux, tu vois, mais j'y arrive, mais c'est pas si, je sais pas comment dire, c'est pas des responsabilités énormes, tu vois. J'en mets un tout petit peu, tu vois, et je délègue au maximum pour pas en avoir. Ta fille? Bah, ma fille, non, mais ma fille, juste, je joue avec elle tout le temps, tu vois, donc c'est pas une responsabilité. Oui, mais tu la changes, tu la couches, tu la nourris, Bah, bien sûr, ça je le fais, et ça je fais gaffe à ça. Effectivement, ça, être parent, ça te force à être responsable avec ton enfant. Ça, oui. Mais le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est 99%, c'est tu joues avec elle. Tu vois, tu te tapes des barres avec elle. Je sais pas, tu danses, tu vois. Et en fait, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, tu vois. Juste être en phase avec un autre enfant, tu vois, que moi. Genre, et kiffer la vie avec elle, tu vois. Ouais, et d'être dans l'instant présent, en fait. Hein. Mais oui, complètement. Et ça, c'est ouf quand même, tu vois, genre... Mais bref, ouais, je pense que j'ai longtemps renié mon enfant intérieur et aujourd'hui, il est très présent avec moi. Et finalement, je suis en train de me dire, quand tu joues avec ta fille, c'est bien l'un des seuls moments où tu n'as pas besoin d'être stimulé par d'autres choses en même temps. Tu peux faire une chose à la fois avec elle. Ouais, c'est vrai. On écoute de la musique, je sais pas, de Disney ou je ne sais quoi, tu vois, et on danse, on fait des spectacles, tu vois, genre... Mais on vit notre meilleure vie, hein. On est trop heureux ensemble. Mais je pensais pas que ça pourrait être aussi beau la vie. Oh. Bah, je savais que c'était. Bah, j'ai toujours trouvé la vie très très belle, tu vois. J'ai toujours été hyper dans la gratitude et tout ça, de tout ce que j'ai, tu vois. Et même quand j'avais rien, tu vois. Ouais. Mais là aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore autre chose, quoi. C'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Mais il faut mesurer cette chance tous les jours. Ouais, non mais Ali, tu es très sage. Parfois, je me demande combien tu as eu de vie avant pour en arriver là. J'avais quelques questions pour terminer le podcast, si ça te va. Bah oui, terminé déjà. Attends, il est quelle heure? Il est que 15h05 là. Ah, bah si tu veux, on peut continuer. Alors, j'ai pas le temps. Moi, j'ai rien à faire cet après-midi. 2 heures grand max. Bah, on peut aller bouffer. Hein. Mais ça va ouvrir peut-être sur d'autres questions, justement. Par exemple. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu n'en as jamais eu vraiment... On va voir. Quelle croyance sur toi-même tu as pu déconstruire pour oser te lancer dans chacune de tes activités? Ah, des croyances sur moi-même. Est-ce que...
Est-ce que tu pourrais donner des exemples de croyances en soi-même? Par exemple, tu penses que t'es pas fait pour être dans la lumière, ou t'es pas fait pour gagner de l'argent, ou enfin, tu vois, des croyances limitantes que c'est pas pour toi, quoi. Je vois. Je crois que j'en ai pas eu beaucoup. Ben, j'ai l'impression. Je n'ai pas des masses des croyances sur moi, tu vois. Juste en mode, c'est ça que j'ai envie de faire en fait aujourd'hui. Mais si je devais en avoir une croyance limitante, je dirais effectivement. Attends, c'était quoi les exemples que tu as donnés? Gagner d'argent, être sur scène, enfin être dans la lumière. Ça peut être plein de choses. Ça peut être même physique. Quand tu me disais que tu étais gros quand tu étais plus jeune, bah c'est pas à moi de mettre en avant parce que moi je suis le petit gros et tout machin. Ouais. C'est vrai que quand t'es gros, en fait, du coup, tu portes des vêtements amples, tu portes des vêtements noirs, tu t'invisibilises toute ta vie, en fait, tu vois. Et ça, c'est vrai que d'être au premier rang, tu vois, c'est très spécial, en fait. Parce que ça te déboussole complètement. Ouais. T'es pas du tout habitué à ça, toi, en tant que gros ou ex-gros. T'as toujours été habitué à te faire petit, en fait. Ouais. Mais le jour où tu découvres qu'en fait, c'est OK, en fait, de s'assumer, d'être face au monde, tu vois. Et en fait, tous les gens qui te regardent, même s'ils ont des avis, en fait, c'est pas si grave que ça. Et leurs avis, en fait, ils sont pas aussi méchants que toi, ce que tu te dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, toi-même, en ton toi intérieur, tu te dis des trucs un peu horribles sur toi, alors qu'en vrai, les gens, ils sont hyper admiratifs, tu vois, de ce que tu fais. Ouais. Et ça, tu prends longtemps avant de t'en rendre compte, tu vois. Très longtemps. Et du coup, ça t'empêche beaucoup de faire des choses, je pense, et d'être toi-même aussi face à la caméra, tu vois, ou face à ce micro. Ouais. Ça t'empêche d'être toi-même parce qu'en fait, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Qu'est-ce qu'ils vont se dire de lui, etc. Et donc, tu cherches des tournures, tu cherches des phrases, etc. Mais en fait, les gens, ils veulent que tu sois authentique. C'est ça. Que tu sois toi-même. Que tu dises vraiment ce que tu ressens. À quoi ça sert sinon de se parler les yeux dans les yeux si on peut pas se dire vraiment ce qu'on ressent? Ouais. À quoi ça sert de faire des vidéos où on parle d'endroits vraiment atypiques où les gens ils font bien de la bouffe si derrière je récite des phrases juste pour faire genre, tu vois. Ouais. Ou si derrière t'aimes pas la bouffe et t'as jamais mangé dans ce resto. Exactement. Quoi. C'est ça. Enfin, c'est absurde, tu vois. Autant être vraiment soi-même et dire vraiment ce qu'on pense. Alors moi, dans les vidéos que je fais sur le Guide Ultime, j'ai toujours préféré parler du positif uniquement. Donc s'il y a un endroit que j'aime pas, juste je le teste et j'en parle pas, tu vois. Ouais. Et ça a toujours été mon credo. Genre, je préfère parler des endroits que j'aime bien plutôt que perdre du temps à parler des endroits que j'aime pas. Tu vois. Mais il y a suffisamment d'endroits pour pas défoncer ceux qui sont pas ouf. Bah oui. Et mettre en avant ceux qui sont géniaux. Exactement. Mais d'ailleurs, pour revenir à ça, j'y pensais là tout à l'heure, avec le succès que vous avez eu avec le Guide Ultime, là je le vois maintenant quand je suis avec toi parfois dans les restos, il y en a certains qui ne veulent plus avoir de vidéos parce qu'ils ont trop peur de l'afflux de gens qui va arriver. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est souvent dans les endroits où il y a des Japonais ou des Japonaises. Dans les endroits où il y a des Japonais et des Japonaises, ils sont pas trop chauds parce que du coup, l'accueil va être différent selon eux. Ah ouais. Parce qu'il y aura trop de monde et du coup, ils préfèrent assurer qu'il y ait de la qualité clientèle, tu vois. Je peux comprendre. Après, maintenant, c'est rare quand même que les gens veuillent pas. C'est très, très rare. Ouais, okay. C'est quand même très rare. Après, il y a des endroits où j'ai pas envie de faire de vidéos aussi. Parce que c'est tellement un endroit uniquement où il y a des familiers, des gens qui sont là... les fidèles. Des fidèles, ouais. T'as pas envie de leur gâcher leur petit resto qui est tout petit. Il y a juste de la place pour les habitués et c'est tout, tu vois. Genre, ça, c'est rare. Du coup, il y a quelques adresses que j'ai pas... Je sais auxquelles tu penses, mais on n'en parlera pas du coup. On n'en parlera pas, désolé. Mais on vous aime. Non, mais sinon, il y a quoi comme croyance limitante dans la vie? Je sais pas ce que j'avais exactement, mais juste, te dire que t'as pas de place dans ce monde, alors qu'en fait, t'as le droit d'exister, en fait. T'as le droit d'être toi-même. Et en fait, t'as même pas besoin de faire de place pour toi-même, tu vois. Juste, c'est toi qui te fais de la place dans toi-même pour exister. Enfin, tu vois, genre, moi, mon but dans la vie, c'est juste de me réaliser en tant que moi, tu vois. Ouais. Juste d'être pleinement moi-même. Et pour ça, en fait, il faut s'en foutre du regard des gens. Et moi, tu vois, genre, en faisant les poubelles, ça m'a aidé à m'en foutre du regard des gens, tu vois. Mais la première fois que tu l'as fait, d'ailleurs... Première fois que je l'ai fait, je m'en foutais du regard des gens. Et dernière fois que je l'ai fait, je m'en foutais aussi, tu vois. C'est dingue, hein. En fait, tu t'en es toujours foutu. Je m'en suis toujours foutu parce que, en fait, tu sais quoi? Quand je regardais les poubelles et que je fouillais à l'intérieur et que je voyais tous ces trésors
Et quand je te dis, je faisais des poubelles, je sais pas, j'avais 500 € que je récupérais à chaque fois, tu vois, de produits. Je me disais, en fait, mais c'est pas moi qui devrais être ridicule, entre guillemets. Enfin, tu vois, moi, en fait, ce que je fais là, c'est que je fais un truc vraiment cool, en fait. Ouais. Les gens s'en rendent pas compte, mais tant pis pour eux, en fait. Ou tant pis pour elles, c'est pas grave, c'est normal. Ils savent pas qu'en fait, dans les poubelles, il y a tant de trésors, tu vois. Et donc, j'ai jamais eu la pression du regard. Non, moi, là où j'ai eu la pression du regard, c'est plus dans les endroits comme les palaces ou même les supermarchés où parfois, je me sens pas vraiment à ma place ou quoi. J'ai l'impression d'être un voleur ou quoi. Enfin, tu vois, genre, que j'ai rien fait. Ou genre... Pourquoi t'as cette impression ? Je sais pas, genre... tu sais, moi, je rentre dans un magasin, j'ai peur tout de suite que je... Ouais, je sais pas. C'est très bizarre. Ouais, j'ai peur d'être catégorisé comme voleur ou quoi, mais ça, je pense que c'est des biais, tu sais, un peu, vu que je suis rebeu, tu vois, genre, j'imagine... Ah ouais, mais tu le ressens, quoi. J'ai des biais comme ça. Ouais, c'est bizarre. Mais t'as déjà été arrêté ou on t'a déjà contrôlé Plusieurs fois, ouais. Mais tu vois, alors que j'avais rien fait, tu vois, genre... mais c'est pas... ça arrive à tous les rebeux, c'est normal, hein. Mais genre pas... Alors, c'est pas normal. Mais c'est important de le dire que, ouais, il y a cette peur, quoi. Ça arrive. Mais c'est très, très rare. Mais tu vois, genre... ma mère, elle me donnait un exemple. Une fois, elle était partie dans une pharmacie. Genre, elle est partie acheter un truc et le vigile lui a dit, déshabillez-vous, vous avez volé quelque chose. Alors qu'elle avait rien volé, tu vois. Et déshabillez-vous ? Ouais. Mais quel rapport ? Et parce que elle avait montré son sac, il n'y avait rien du tout. Et du coup, le vigile lui avait dit, tu vois, genre... Il y a une sorte d'injustice comme ça parfois, ouais, qui est vraiment crasse. Mais bon, je sais plus pourquoi on disait ça, mais ouais, le pire que... Vraiment, si j'ai envie de... Là où t'as peur d'être ridicule, par Non, mais j'ai envie de parler vraiment aux gens qui écoutent ce podcast, qui le regardent. Ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ils se regardent et ils se disent non, je peux pas, j'y arriverai pas, non. Enfin... Attends, c'était ma prochaine question. Ah, pardon. Non, vas-y. Je veux pas que... Vous avez le droit de vous dire ça. Je m'en fous. Dites-vous ça. C'est pas grave. Mais ce que vous devez pas vous dire... Enfin, ce que vous devez faire, c'est juste être vous-même. Si vous n'êtes pas vous-même, je sais pas comment c'est possible, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire à vous-même, en fait. Genre, il faut s'assumer, en fait. Il faut être OK avec soi. Et genre, c'est la meilleure chose que vous puissiez vous faire. C'est genre vous accepter, en fait. Mais c'est un combat d'une vie, ça. De plusieurs vies, même, je pense. Mais oui, mais il y a plein de gens dans une vie entière qui n'y arrivent pas. Genre, à la fin de leur vie, ils savent pas qui ils sont, tu vois. Et genre, moi, j'apprends encore qui je suis aujourd'hui, tu vois. Peut-être que dans 10 ans, je serai complètement quelqu'un d'autre, tu vois. Mais je tends vers une meilleure connaissance de moi, tu vois. Maintenant, je sais que je suis un énorme gamin, tu vois. Et c'est OK, en fait. Il y a des gens, c'est des adultes direct dès qu'ils sont petits, tu vois. J'aurais pu être direct un adulte dès que j'étais petit avec ce que j'ai eu quand j'étais petit, tu vois. Mais pas du tout. C'était l'inverse total, moi. Et ben, c'est comme ça, en fait. C'est moi, en fait. Si je dois être encore le petit qui fait rigoler dans le fond de la classe, mais je suis trop content de l'être, en fait. Et qui mange et qui adore manger, enfin, tu vois, genre... et ben, c'est moi, en fait. Ouais. Et c'est OK, tu vois. Et c'est comme ça que j'aime la vie, en tout cas. Ouais, non, mais c'est canon. Bon, par contre, ceux qui ressentent au fond d'eux que c'est des psychopathes, ne vous écoutez pas, allez voir un psy. Dénoncez-vous. Et du coup, ta vision pour les 10 prochaines années, est-ce que... Je m'attends un peu à ta réponse parce que je sais que tu es beaucoup dans l'instant présent, mais est-ce qu'il y a des choses, tu as des envies, des projets, des objectifs ou est-ce que tout ça, c'est des mots d'adultes responsables? C'est très très dur de savoir ce que je vais manger déjà demain ou ce que je vais faire la semaine prochaine. Ouais. C'est très très dur de savoir ce que je ferai dans 10 ans. Je t'avoue, c'est un exercice très difficile pour moi. J'ai jamais été trop dans le passé ni dans le futur. Hein. C'est pas voulu, hein. C'est juste... J'ai toujours été comme ça. Tous les livres de développement personnel te diront que c'est génial et que c'est ce qu'il faut. Hein, donc, Je les ai pas lus, mais j'imagine. Mais tu sais, j'avais... complètement entre parenthèses, mais il y avait un truc que j'adorais faire à un moment donné. C'était... Je m'étais mis et je me suis rendu compte que c'est un truc de développement personnel, mais c'était pas voulu. C'était genre... je faisais en sorte d'avoir 5 rencontres par jour. T'as déjà fait ça? Non. En fait, je m'étais mis un challenge. Et genre, pendant 1 an, j'ai fait ça. J'ai parlé tous les jours avec 5 personnes différentes. Et je le recommande à tout le monde. Parce que ça t'apprend plein de choses sur plein de gens. Et tu les as arrêtés dans la rue? Ouais, parfois dans le métro, dans le tram. Je peux commencer à taper la discute avec quelqu'un. Enfin, tu vois, genre... mais tu sais, j'étais un peu large sur la définition. Ça peut être rencontre, ça peut être juste un mot partagé ou quoi. Ouais. Mais c'était super intéressant et super cool. Je recommande de faire ça à tout le monde. Vraiment, de rencontrer des gens le maximum
Et c'est pour ça que c'est trop bien ce que tu fais aujourd'hui, tu vois. C'est que tu rencontres des gens et tu leur parles véritablement pendant un moment, tu vois. Et justement, moi non plus, je suis pas très adepte du small talk. Mais c'est là ce que tu viens de dire sur les gens à rencontrer par jour. Moi, finalement, c'est ce qui m'arrive avec ma chienne. J'ai une chienne à mi-temps, c'est une longue histoire. Mais, que j'adore. Voilà, que tout le monde adore, parce qu'elle est parfaite. Mais c'est vrai que j'adore me promener avec elle parce que je parle à plein de monde. Parce qu'en fait, dans le métro, tout le monde sourit, tout le monde se parle, se dit bonjour, se souhaite une bonne journée et tout. Enfin, on est dans des vrais rapports humains, quoi. On est quelques êtres humains sur Terre pendant un temps donné, quoi. C'est vrai. Les chiens, c'est plutôt... surtout les chiots. Alors ça, c'est encore plus facile. Mais Rainbow, c'est comme si c'était un grand chiot, quoi. Oui. Ça marche tout le temps. Tu pourras toujours faire des rencontres avec elle. Non mais oui, c'est génial. Et puis même si vous installez dans un nouveau quartier, vous connaissez pas, vous avez un chien, genre vous allez connaître tout le monde en 2 secondes, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, c'est vraiment cool. Attends, qu'est-ce qu'on disait? C'était quoi la question? Ah oui, dans 10 ans. Bah tu vois, genre je sais même pas ce que je vais faire. Je savais même pas de quoi je t'allais parler à la minute. J'ai même pas réussi à répondre à la question, tu vois. J'ai complètement divagué. Mais pour moi, dans 10 ans, la seule chose que je vois, c'est juste être avec ma fille et être heureux avec ma fille. C'est tout ce que je vois. C'est tout ce que j'espère. Le reste, c'est du bonus, en fait. Et tu sais, moi, j'avais un truc. Dès mes 18 ans, en fait, je savais pas du tout... En fait, on te fait un peu peur avec les 18 ans quand t'es petit. Je pense que t'avais pas un peu peur de ça, de moi, cette limite? Moi, je pensais que j'allais pas vivre après mes 18 ans, en fait. Mais pareil. Trop marrant. J'ai eu la même chose. La dernière fois, j'ai dit ça et on m'a pris pour une folle. Mais pareil. J'étais persuadé que je sais pas ce qu'il y avait après 18 ans. Comme si, tu sais, les gens qui croient en la Terre plate, tu sais, comme s'il y avait rien après, en fait. Et j'ai toujours cru qu'après, c'était que du bonus. Et je me dis, mais là, je devrais pas être là. Mais putain, mais c'est incroyable. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui pense exactement. Wow. Faut qu'on regarde ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire quelque chose. On doit être des survivants ou un truc comme ça. Mais c'est trop bizarre. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit la même chose. Et c'est exactement ce que je pensais. Je me suis dit, en fait, après le bac, ça y est, c'est fini, en fait, ma vie. Je vais mourir, en fait. Et c'est OK, tu vois. Genre, j'avais accepté ma mort, entre guillemets, exactement. Quoi. Et donc, chaque jour, en plus, depuis mes 18 ans, c'est du bonus, en fait. Donc, je peux pas gâcher ce bonus en faisant n'importe quoi. Ouais. Enfin, tu vois, genre, il faut que je vive ma vie, en fait, et je fasse ce que je veux. Oui, parce que t'as rien à perdre. Bah oui, j'ai rien à perdre. Je m'en fous, en fait. Ouais. C'est que du bonus que je vis tous les jours. Mais c'est hyper bizarre. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait ressenti la même chose. Waouh. Si vous êtes plusieurs dans ce cas, écrivons-nous. Bah ouais, j'avais jamais entendu quelqu'un dire ça. Ça, c'est impressionnant. Mais il doit y avoir un truc, tu vois, j'avais pas mis le doigt sur le fait qu'effectivement, les adultes nous disent 18 ans, c'est un grand pas, c'est vraiment un objectif. Ouais, c'est... Moi, ça a beaucoup changé dans ma famille. Avant mes 18 ans, je pouvais rien faire. J'avais pas le droit de sortir ni rien. Et à 18 ans, j'ai pu sortir jusqu'à 4h du mat. Et j'ai pas compris même ce décalage entre une date d'anniversaire, quoi. Ouais, c'est clair, ça n'a pas de sens. Ouais. Juste une date d'anniversaire qui fait que tu vas pouvoir sortir ou pas, que tu vas pouvoir boire de l'alcool ou pas, que c'est trop chelou, quoi. Ouais, comme alors si, que tout devrait se faire dans la continuité, quoi. Ouais, enfin... Et naturellement. Mais mais moi pareil, du coup, chaque jour depuis mes 18 ans, c'est juste, je suis dans la gratitude par rapport au fait d'être en vie tous les jours, d'avoir 2 bras, 2 jambes. C'est ce que ma mère a toujours dit, tu vois, genre t'as 2 bras, 2 jambes, sois heureux, tu vois. Ouais. Enfin, c'est con, hein, mais genre, oui, je suis heureux tous les jours, en fait, de pouvoir te voir là maintenant, de pouvoir regarder ce qui se passe dehors, sentir, tu vois, genre toucher... Et mais je sais pas, genre c'est con, tu vois, mais genre ça c'est un truc qu'il faut jamais perdre dans la vie, tu vois, la gratitude tous les jours, tu vois. Et effectivement, depuis mes 18 ans, je suis dans la gratitude tous les jours parce que tous les jours c'est du bonus. Et donc tous les jours c'est même plusieurs bonus, tu vois, genre je vais dans un petit resto, je mange un petit truc, je vois des potes, enfin tu vois, je vois ma fille, enfin. Et tous les jours je me dis mais c'est dingue cette vie. Ouais. Jusqu'à quel jour ça va, enfin quand est-ce que ça va continuer encore longtemps ça? Et genre je me dis bah ouais, et de plus en plus je me dis bah ouais, ça va continuer et c'est bien en fait. Et le matin, quand tu te lèves, du coup, tu te lèves facilement avec un grand sourire et une chanson. Non, mais moi, je me lève tôt, je me suis toujours levé tôt et j'ai toujours été... chaque minute que je perds dans mon lit, c'est un peu une minute gâchée en fait pour moi. Genre, j'ai besoin de profiter du soleil, de la journée, même s'il fait moche, hein, tu vois, genre, je suis le seul dehors à Paris à être encore sur les terrasses alors qu'il fait moins 40. Même, mais s'il pleut, tant qu'il pleut pas, je suis dehors, moi, en train de profiter de la journée et de kiffer, en fait. Et genre, j'ai besoin d'être dehors et j'ai besoin de kiffer tous les jours. Et c'est dingue. Incroyable. Ouais. Mais oui, depuis mes 18 ans, pareil que toi. C'est un bonus tous les jours, la vie. Dingue. Et là aussi, c'est marrant parce que ces questions-là qui font vachement sens avec certaines personnes, avec toi, pareil, j'ai l'impression de savoir qu'est-ce que tu vas répondre. Genre, qu'est-ce qui te donne de la force dans les moments de doute, par exemple?
Est-ce que tu as des rituels ou des trucs qui te rassurent ou, est-ce que ça t'arrive les moments de doute? Bah non. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. J'ai pas trop de C'est doutes assez en dingue. fait. J'ai pas de... Mais en fait, je fais ce que j'ai envie de faire et si ça marche pas, tant pis quoi. Ah, c'est pas très grave. dingue. Mais non, je doute pas trop. Victor, mon associé, Vito, mon associé, il doute beaucoup. Et donc, c'est lui qui est un peu la partie stress par rapport aux vues, par rapport aux likes, etc. Moi, je suis en mode, bah non, en fait, c'est peut-être une vague. En fait, peut-être demain, ça marchera. Demain, ça marchera pas. Demain, ça remarchera. Enfin, tu vois, genre, je crois toujours, en fait, et je suis vachement optimiste, en fait, dans la vie en général par rapport au futur, tu vois. Ouais. Je me dis toujours que tout ira bien, tu vois. Mm. Et je me suis toujours dit ça. Et en fait, tout... Et oui, j'ai de la chance, tout va bien, en tout cas. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais trop eu de doutes. Les seuls moments où j'ai eu des doutes, c'est un peu pendant les études, où tu as un peu peur par rapport au fait de foirer, etc. Là, j'ai eu des gros doutes dans ma vie à ce moment-là. Et ça me suit encore aujourd'hui. Parfois, je fais encore des rêves de mes études, tu vois. Des cauchemars de mes études, ouais. Où j'étais en mode, ah putain, j'y arrive pas. Ah non, c'est bon, c'est un rêve. C'est pas grave. Mais à part ça, c'était parce que c'était pour ma mère, tu vois. Ouais, et à partir du moment où j'étais seul avec moi-même, j'ai aucun doute par rapport au fait que même si je réussis pas, je serais quand même heureux, en fait, tu vois. Mais vraiment, j'ai envie de te dire un truc même pire que ça. Ou mieux, mais ma mère, en gros, pendant les 3 premières années de ma vie, on a été SDF. Donc, en gros, 2-3 premières années de ma vie, c'était pire que l'hôtel. Mais ça, je me rappelle pas du tout. Moi, j'ai aucun souvenir. Ouais. Et j'en suis sûr que même à ces moments-là, ma mère avait de l'optimisme. Même à ces moments-là, elle était pas heureuse, mais elle était bien parce que j'étais là, tu vois. Et qu'elle savait que j'étais en bonne santé, etc. Et quand on est arrivé à l'hôtel, c'était un truc de ouf pour elle. Ouais. Et quand on a eu notre appart, mais alors là, t'imagines. Enfin, et en fait, le truc aujourd'hui, ce dont je me rends compte maintenant avec ma fille, c'est que si je lui... Enfin, tu vois, je suis un papa gâteau, moi, qui lui donne beaucoup trop, tu vois. Mais c'est quand même cool d'avoir ces trucs où t'as rien aussi au départ. Ouais. Et de se rendre compte, de l'évolution. Sinon, tu te rends pas compte, en fait. Et en fait, sinon, tu considères les choses comme acquises, quoi. Bah ouais, mais comment tu peux être heureux dans la vie si t'as déjà tout quand t'es petit? En fait, si tu gagnes rien plus tard avec ce que t'as fait, avec qui t'es, enfin, tu vois, genre... Comment tu peux être heureux, en fait? Ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment les enfants de riches, ils peuvent être heureux, en fait. Bah, c'est souvent que, justement, on se rend compte qu'ils ne le sont pas. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, ouais, mais je peux comprendre, en fait, qu'ils soient pas riches et qu'ils soient tristes. Ouais. Parce qu'en fait, si tu as tout, directement dès que tu es né, mais comment tu peux avoir du plaisir dans la vie, en fait? Le plaisir, c'est justement parce que tu as connu le rien, en fait, le vide. Tu as connu T'as connu le système D, t'as connu la débrouille, t'as connu les pires moments, tu vois. Mais même dans les... Mais si t'as pas connu ça, ouais, compliqué, quoi. Mais... Ouais, et même en moins dramatique, moi, je me souviens, je fais toujours le parallèle entre les périodes de taf et les vacances. En fait, et on dit souvent, si t'as été en vacances toute l'année, tu savourerais plus les vacances autant que les moments où t'as bossé, ou il s'est passé des choses, ou voilà, t'étais dans ton cadre, dans machin, et que là... ça y est, tu déposes tout ça et tu profites de tes vacances. C'est vrai, ouais. Après, le mieux, c'est de considérer les vacances comme tous les jours. Comme des vacances. Ouais, non, mais c'est clair, c'est l'objectif. C'est l'objectif des gens qui font, en tout cas. C'est ce que je souhaite à tout le monde. C'est vrai que le jour où tu te réveilles et tu te dis « Ah, c'est trop bien aujourd'hui, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire ?» Mais c'est... Tout ce que tu sais que tu vas faire va être cool, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est clair. Genre, même si tu dois faire un truc comptable ou quoi, c'est quand même cool. Tu vois, genre... Mais ça, je pense que ça vient pas forcément du taf que tu fais, même si mon taf est très, très cool. Genre, ça vient plus d'un truc intérieur en toi, tu vois. Genre, effectivement, c'est plus simple si c'est un taf comme le mien, tu vois. Mais j'aurais été heureux quoi qu'il arrive, tu vois. Je le sais. J'aurais trouvé du bonheur là où... dans un tout petit interstice, il y aurait eu un tout petit truc, j'aurais été heureux là-dedans, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ma mère qui me l'a appris, tu vois. À pas jamais laisser tomber, enfin, tu vois, genre, à toujours voir le positif là où même il n'y en a pas, tu vois. Ouais, donc quand on gratte un peu, ta mère t'a apporté, en fait, finalement, un peu cet optimisme. Énormément. Cette confiance, ouais. Énormément. Et ça, je leur remercie beaucoup, tu vois. Ça a été tellement dur pour elle, la vie, que genre, je me rends compte à quel point j'ai de la chance aussi en la regardant, tu vois. Je regarde ses mains fripées par
toutes ces années de femme de ménage, tu sais, où tes mains, en fait, ça ressemble plus à des mains, ça ressemble à des cloques vivantes, quoi. Tu vois, genre, même son visage, enfin, tu vois, genre, toutes ces années dures, etc. Mais t'as toujours un sourire, en fait. Tu vois, t'as un sourire, t'as un bonheur en toi qui émane. Et d'où ça vient? Ouais, une lumière. Ça vient de soi, en fait, mais ça vient d'où, tu vois, genre, et ça, j'essaie de l'entretenir. Elle doit être tellement fière de toi, de ton évolution. C'est un truc de fou. Elle se rend pas compte, elle est pas sur les réseaux. Tu sais, ma mère est analphabète, donc. Oui, mais au-delà des réseaux, elle se rend compte que tu gagnes ta vie, que tu es heureux, que j'ai un enfant, que je suis heureux. Ouais. Elle est très très heureuse maintenant, encore plus heureuse qu'avant. Surtout avec la petite. Elle a jamais été aussi heureuse et jamais vu un sourire aussi un sourire aussi beau, tu vois, depuis qu'elle est la petite. Et du coup, j'y vais tout le temps pour la voir avec elle. Non, mais ça, c'est incroyable. Hein. Oh. Ça, c'est vraiment dingue. Mais oui, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une maman comme ma mère. Après, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Genre, voilà, c'est l'enfance un peu à la dure aussi, hein, quand même. Donc, mais... Tu choisis de retenir le bon, finalement, là-dedans? Moi, j'ai retenu que le bon, personnellement. Après, je pense que même le mauvais a été formateur pour moi, tu vois. Et m'a aidé dans plein de trucs, tu vois. Et il y en a certains qui verraient ça comme un trauma ou un traumatisme. Ouais. Moi, je le vois un peu comme une force aujourd'hui. Mais c'est pas bien et peut-être que c'est toxique de faire ça, tu vois. Mais j'avoue que moi, ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a aidé, ça m'a... Tu vois, genre, ces moments durs, en fait, ça m'a endurci. Ou alors, ça m'a fait comprendre que rien n'était très grave, tu vois. Ouais. J'avais rencontré Nikki Doll. Tu sais, la drag queen qui présente Drag Race. Elle m'avait dit un truc, tu sais, elle m'avait dit, tu sais, Ali, moi, quand je suis en drag queen, tout le monde a deux trucs. Soit m'adule complètement et à mes pieds, soit me déteste et me crache dessus. Ouais, elle a les deux opposés, quoi. Deux opposés totales. Et elle m'a dit, genre... et je me suis rendu compte depuis que je suis drag queen, depuis que je suis connue, à quel point ce monde est un peu une farce, tu vois. Genre, et à quel point, genre, il y a un truc des apparences, et à quel point les apparences font un peu tout. Et donc, avec ça, en fait, elle avait compris que ce monde n'avait pas trop de sens, tu vois. Et j'étais là, bah ouais, en fait, c'est trop bizarre. Moi, pareil, en fait, quand j'avais une casquette à l'envers avant d'être connue sur le Guilty Team, tu vois, genre, tout le monde s'en foutait de ma gueule et... Enfin, les gens me regardaient bizarrement, quoi, quand je rentrais dans un endroit ou quoi. Et maintenant, c'est l'inverse total, tu vois. Ouais. Et genre, ça n'a pas de sens, des fois, ce qu'on vit, la vie, etc. Juste profitons de ce qui est et soyons gentils les uns envers les autres au maximum. Et juste, faisons pas de tout ça un truc avec une grande importance, tu vois. Ouais. Je parle des problèmes de la vie... des trucs qui vous arrivent, etc. Genre, ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça, tu vois. Genre, et ça en a jamais beaucoup eu dans ma tête. Aujourd'hui, je suis plus en phase avec ça, tu vois. Et je le comprends maintenant, vu que je l'ai vécu, tu vois. Ouais. Ouais, c'est beau, hein, ça fait réfléchir. Ça n'a pas de sens, la vie, je te jure. T'arrives, t'es là, ouais, tu nais, on te dit quoi faire, on te dit quelles études faire... on te dit pourquoi tu serais bon, mais en fait, laissez-moi tranquille. Ouais, déjà, est-ce que je sais même pas qui je suis, en fait. Tu vois, genre, avant de me lancer dans des études, attends, c'est qui est Ali, en fait, déjà. Genre, apprends à te connaître déjà, avant de savoir ce que tu veux faire. Non, tu mais vois. La base, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître et bien s'entendre avec soi-même. Quoi. Ouais. Et encore une fois, bien s'entendre aussi avec son enfant intérieur, tu vois. Genre, alors, je sais pas à quel point c'est des conneries, ce truc-là, mais moi, justement, j'ai fait un truc d'ayahuasca, là, il y a pas longtemps. Et genre... Surtout que tu fais pas du tout des trucs comme ça, d'habitude. Non, moi, je suis pas du tout... Enfin, j'avoue que je suis pas trop dans les drogues et tout ça. Je bois pas d'alcool. Enfin, tu vois, genre... Non, ou même au-delà de ça, le dev perso... Dev perso, pas du tout non plus. Enfin, je m'en fous, en fait. Vraiment, tout ça, ça me passe au-dessus de la tête. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est les expériences, en général, tu vois. Et j'avais envie d'avoir une expérience un peu psychédélique avec moi-même. Et on m'a dit, l'ayahuasca, c'est vraiment le truc de ouf, etc. Et c'est vraiment un truc de ouf. Et tu vois, genre, j'ai eu un moment vraiment où j'ai enlacé moi-même quand j'étais petit, tu vois. Oh. Et je me suis enlacé, enfin, tu vois, et genre, j'étais trop content de le voir, enfin, tu vois, genre, c'était moi. Ouais. Mais genre, des moments comme ça, genre, complètement dingues que j'ai pu vivre grâce à ça, tu vois, genre, j'avoue que ça m'a fait du bien, tu vois.
Et ça m'a permis de comprendre aussi que j'étais bien avec moi-même là aujourd'hui, tu vois. Mais j'étais pas bien avec moi-même à 17, 18 ans, même à 20 ans, tu vois. Mais là, aujourd'hui, j'ai renoué avec moi-même, tu vois. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, en fait. Quitte à quitter son taf, je vois tous les jours des gens qui quittent leur taf et qui sont heureux, et qui reviendraient jamais à leur taf d'avant, tu vois. S'il y a des gens qui ont peur de ça, mais vas-y, quittez votre taf, c'est pas si grave que ça. Il y en a beaucoup qui écoutent beaucoup leur peur et pas cet amour, justement. Quand j'étais prof des écoles, il y en avait beaucoup qui étaient comme ça aussi. Ils me disaient, écoute, moi, Ali, j'aimerais bien quitter mon taf, mais parce qu'il y en a plein des profs qui en ont marre, en fait. Mais j'ai 7-8 ans d'ancienneté, tu vois, j'ai des enfants maintenant, comment je fais, etc. Moi, j'étais en mode, mais tu t'en fous, tu y arriveras, tu vois, genre, avec prof des écoles, tu peux faire ce que tu veux après, t'as des compétences de dingue. Mais je sais qu'ils sont encore dans le staff, tu vois. Qu'ils sont pas prêts, ils fonctionnent pas de la même manière. On peut pas les forcer non plus, on peut les inspirer. Mais je pense qu'il y a trop de couches de peur, de croyances, justement, là-dessus. Je pense qu'il faut... Je sais pas comment faire, parce que moi, j'ai eu la chance de jamais en avoir, tu vois. Mais si j'en avais eu, j'aurais peut-être été dans ce cas-là aussi, tu vois. Je me serais forcé à faire des tafs, tu vois, que je veux pas faire. Mais c'est un peu pour ça que je fais le podcast aussi. J'ai beaucoup d'amis qui se sont créés ce genre de prison et tout. Bon, ça va, c'est pas non plus la croix et la bannière, mais il y a plein de choses qu'elles ne s'autorisent pas en l'occurrence, parce que c'est trop tard, ou parce qu'elles ont une famille, ou parce qu'elles gagnent tel salaire, donc il faut payer leur loyer, ou machin et tout. Mais avec ça, justement, en parlant avec toi et avec tous les invités, c'est vraiment inspirer et montrer qu'il y a d'autres modèles possibles et qu'en fait, écouter cet amour de soi et des choses, ça peut nous amener à des trucs très très chouettes, quoi. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer en t'écoutant ? Genre, tu fais ce que tu veux ? C'est la meilleure des choses, non ? Ils te diront, au pire, je finis dans la rue, au pire, je finis bouffé par mes chats. Bouffé par tes chats, c'est un peu grave. Mais au pire, t'as plus de taf et c'est un peu compliqué, etc. financièrement. Mais au pire, si t'y crois, t'y arriveras, tu vois. Si tu fais ce que tu veux, en fait, t'y arriveras, pour moi. Mais oui, d'abord, il faut apprendre à se connaître. Une fois que t'as appris à te connaître, après... peut-être que c'est plus simple de quitter son taf. Parce que si tu quittes ton taf et que tu sais pas quitter encore, effectivement, tu vas être encore perdu, peut-être. Non, c'est clair. Non, c'est du taf, de se connaître. Oui, ça, je te dis, c'est un taf d'une vie, c'est tellement long. Et on est encore dans le process, toi. Comment ça se passe dans ce taf-là ? Dans celui-là ? Non, dans le taf de te connaître. Oh là là, moi, ça fait 10 ans que c'est un énorme taf. Donc, mais justement, avec ma psy, il y a pas longtemps, j'ai soufflé à la fin parce que j'ai encore découvert quelque chose sur moi. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous soufflez ? Et je dis, mais parce que ça n'arrête pas, en fait. Ça fait 10 ans qu'on se voit et j'apprends encore des choses. Et elle m'a dit exactement ça. Elle m'a dit, mais vous savez, c'est le travail d'une vie. Oui, bon, d'accord. Vu comme ça. Mais moi, je croyais que la vie s'arrêtait à 18 ans. Donc, je pensais pas que j'allais apprendre autant de choses derrière, quoi. Non, c'est trop bizarre. Et puis, faut s'entourer aussi des gens qui croient en nous un peu. C'est quand clair. même. Ça, c'est quand même important. Tu vois, pendant longtemps, moi, j'ai pas eu forcément des gens qui croyaient en moi, parce que c'est des anciens amis, tu vois. Aujourd'hui, j'ai que des gens qui croient en moi autour de moi, et j'avoue que ça, c'est un peu un truc débile, mais c'est OK, en fait, de passer à autre chose amicalement, peut-être, de temps en temps. Ou pas forcément passer à autre chose de manière consciente, mais juste écouter qui on a envie de voir, en fait, aujourd'hui, tu vois, genre... et pas forcément s'obliger à voir l'ami qu'on n'a pas envie de voir, en fait, tu vois. Parce qu'on évolue différemment. Oui, ou même passer le week-end qu'on n'a pas envie de passer, tu vois, juste... Bon, après, c'est très bien de s'écouter. Mais parfois aussi, c'est vrai qu'il y a des exemples contraires, tu sais, genre, par exemple, tu vas dans une soirée, en fait, t'avais pas envie d'y aller, en fait, ça se passe super bien. Enfin, il y a des exemples contraires, je suis d'accord. Mais pour les amitiés, si c'est la 4e, 5e, 6e, 7e fois que vous vous voyez, et genre, tu te fais chier, ou tu vois qu'il n'y a pas de rapport entre les deux, tu vois, et c'est pas grave, en fait. Il y a d'autres gens, sur Terre, tu vois, genre, c'est pas si grave que ça. Il y aura d'autres gens avec qui tu seras plus en phase. Mais c'est qu'on nous apprend pas ça. Moi, j'ai vécu une rupture amicale et personne t'apprend ça. En fait, tu sais pas comment gérer ça, quoi. C'est limite pire qu'une rupture amoureuse parce que vraiment, c'est pas accepté du tout par la société, c'est pas compris. C'est vrai. Mais bon, mais par contre, pour la soirée, quand tu dis si parfois il faut s'écouter, il faut pas s'écouter.
En fait, même pour la soirée, il faut s'écouter. Parce que la soirée, il y a 3 semaines, t'étais trop chaud et t'as dit oui, bien sûr, je viendrai. C'est juste 3 semaines après, c'est la flemme qui parle. Mais ça, c'est pas toi qui parle, c'est ta flemme. C'est vrai. C'est ton cerveau qui te dit bon, vas-y, j'ai pas envie de faire l'effort de sortir, de machin. Mais tu sais très bien qu'une fois là-bas, en fait, tu vas parler à des gens, tu peux te marrer et tout. C'est vrai. C'est là encore, tu t'écoutes, mais tu écoutes celui qui était dans de bonnes conditions pour prendre une décision. Ah, c'est intéressant, j'avais pas pensé ça comme ça, mais oui, t'as raison. J'en ai plein des comme ça. Bah, j'imagine. T'as des années de psy d'avance sur moi, toi. Quelques-unes. Mais du coup, il y a d'autres questions aussi que je voulais te poser. Et pareil, je sais ce que tu vas répondre, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites ou pas faites que tu regrettes? Effectivement, il n'y a rien que je regrette. C'était tellement prévisible. Bah ouais, il n'y a rien que je regrette, mais que je regrette pas. Que je regrette pas, c'est de m'être écouté, oui. Toute ma vie, ça oui. Ça, c'est sûr. Et je regretterai jamais... Personne ne pourra jamais se regretter ça, en tout cas, j'imagine. Hein. Ça peut pas être un regret à la fin de ta vie. Oh merde, je me suis écouté toute ma vie. Oh là là, je savais pas, j'ai oublié. Enfin, tu vois, genre... Non, je ferai toujours en sorte de m'écouter et ça, je pourrai jamais le regretter. Et donc, vu que je le regrette pas depuis que je le fais, pourquoi j'arrêterais de le faire? Ouais. Tu vois, genre... Mais il faut faire attention à toujours... à jamais faire de mal aux gens dans le process. Donc, tu t'écoutes, c'est bien. Mais ça veut pas dire que tu dois passer au-dessus de quelqu'un, faire du mal à quelqu'un dans le process. Ouais. Enfin, tu vois, genre... C'est juste ça, un peu les garde-fous, on va dire. Tu vois, genre... Bon, j'ai pas d'exemple concret, oui, tu vois. Et en respectant la liberté des autres et tout. Ouais, exactement. Oui, sans blesser. Exactement. Tu vois, genre, mais... Non, mais en fait, c'est trop chiant, j'ai pas de regrets et tout ça. Attends, qu'est-ce que je pourrais avoir comme regret? Non, mais c'est ce qui fait ta particularité, hein, je trouve. Je pourrais dire que j'ai un regret du fait d'avoir fait des longues études comme ça pour ma mère. Mais en fait, je les regrette pas. Parce que t'aurais pas fait ça derrière, peut-être? Non, j'aurais pas fait ça derrière. Et puis, je suis hyper content d'avoir rendu fière ma mère aussi. Et même, c'était un petit challenge aussi pour moi de réussir à faire ça là où... En fait, c'est dur hein, pour les gens qui viennent pas de ces milieux-là, tu vois. Avec une mère analphabète, enfin, tu vois, genre, de faire ces études-là... C'est un peu comme les études de médecine, quoi. C'est super dur, tu vois. Ça, j'en suis fier, j'avoue. Mais en plus, t'aurais pas rencontré tes potes en résidence, t'aurais pas fait ton SO. C'est vrai, ouais. J'aurais rien fait de tout ça. En plus, j'aurais pas rencontré Vito. Enfin, tu vois, genre, non, ça aurait été horrible. J'aurais pas non plus rencontré Marianne, la marraine de ma fille. Enfin, tu vois, genre... Non, ça aurait été vraiment dur. Donc, ouais, je regrette rien. Non. Et j'espère que je regretterai rien dans la vie, mais encore une fois, je regretterai rien tant que je m'écouterai. Ouais. Et si tu pouvais parler au Ali de 10 ans, celui que tu as pris dans les bras en ayahuasca, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? C'est intéressant. Je lui ai déjà dit, du coup, pendant l'ayahuasca. Je lui ai dit que t'allais kiffer la vie et que ça allait être stylé et qu'il fallait continuer à t'écouter et que ça allait être stylé, t'inquiète pas, tu vois. Je lui ai dit des trucs comme ça, tu vois. Mais j'étais pas non plus en mode... j'avais pas non plus envie de dire tu devrais faire ci ou ça, tu vois. Genre, en fait, non. Le process, c'est important et même tout ce que t'as fait, tu vois, genre où peut-être que tu pourrais regretter un petit peu, mais en fait, non, c'était cool aussi, tu vois. Genre... Trust the process. Ouais, et puis même, je sais que ça ira. Tu vois, genre... ça va bien se passer et genre tu vas kiffer ta vie et tu seras heureux quoi qu'il arrive. Et tu rendras les gens heureux autour de toi, j'espère. C'est vraiment le truc que je lui ai dit, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lui faire un énorme câlin, tu vois, à la fin. Ouais, tu m'étonnes. Genre, c'est très bizarre de se parler à la troisième personne, de lui faire. Oui, c'est ça. Non, mais je fais la même chose. Mais ça m'a fait du bien, en fait. Est-ce que tu as versé une larme? Oui, je crois, ouais. Ouais, je crois. Parce que un des trucs aussi, un des trucs de l'ayahuasca, c'était à la fois... ressentir un peu plus des émotions négatives, on va dire, pour ma fille, tu vois. Parce que je ressens peut-être pas assez les émotions négatives dans la vie, tu vois. Et donc, mon but, c'était un peu plus de les ressentir pour que je puisse ressentir aussi et comprendre quand elle va pas bien. Tu vois, parce que parfois, j'ai un peu ce côté un peu genre ouais, je comprends pas quand elle pleure ou des trucs comme ça, et j'avais envie d'être plus empathique à ce niveau-là, tu vois. Et donc ouais, j'ai appris à pleurer, j'ai appris à lâcher des larmes, j'ai appris
à être triste, en fait, et à accepter la tristesse. Enfin, tu vois, genre, des choses que j'avais jamais apprises par le passé, tu vois. Et putain, qu'est-ce que c'est bien, en fait, aussi de ressentir le négatif, tu vois, et de le ressentir même à fond, tu vois. Et en fait, à quel point c'est important aussi, tu vois, genre... Et parce que tu t'es interdit ça quand t'étais, toi, plus jeune ? Ouais. Beaucoup interdit ça. Je sais pas pour toi, mais moi, vu que j'ai toujours été dans la gratitude et dans l'optimisme total, du coup, n'importe quoi, même les trucs chiants, ça c'est jamais devenu des trucs graves ou tristes, tu vois. Mais il y a des fois où c'est OK, en fait, d'être triste. C'est OK, parfois, de ressentir ces émotions négatives, tu vois, peut-être. Hein. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire, là, ces derniers temps, ressentir un peu tout le panel d'émotions et pas uniquement positif, parce que je pense que en tant qu'être humain, genre, c'est important de... Enfin, on vit pour avoir des émotions, tu vois. On vit pour ressentir. Et si on ressent une seule palette et pas l'autre, bah c'est dommage, tu vois. Genre, tu peux décider de faire que des tableaux lumineux toute ta vie, tu vois. Oui, mais c'est se couper d'une partie du monde, quoi. Bah, un peu, peut-être. Et genre, il y a de la beauté partout, en fait. Il y a aussi de la beauté dans des tableaux, genre, tristes. Et ça, c'est ce que j'apprends à comprendre un peu plus ces derniers temps, tu vois, sur moi. Et ça, c'est mon dernier, pour l'instant, mon dernier gros chantier sur moi, quoi, un peu. Apprendre un peu plus à avoir des émotions à ce niveau-là pour être un meilleur papa pour ma fille. C'est ça que, en fait, quand tu fais de l'ayahuasca, il faut arriver avec une intention. Et moi, mon intention, c'était être un meilleur papa. Et ça passait par le fait de ressentir des émotions autres que positives. C'est dingue, hein. C'est dingue. J'en viens à me demander, mais peut-être que je fais de la psychologie de bas étage, mais peut-être que tu t'es interdit aussi d'avoir ces émotions négatives-là pour pas être un fardeau pour ta mère quand tu étais plus petit. Ouais, bah complètement. Ouais. Je pouvais pas lui rajouter ça en plus. Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, j'étais quand même heureux, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. J'étais quand même heureux parce que j'ai quand même eu une belle vie, tu vois. Même quand j'étais petit, mais c'est vrai que t'as pas du tout envie de rajouter quelque chose. Mais quand ça n'allait pas, tu disais, enfin, t'avais pas le droit en fait de dire que ça n'allait pas. Quand ça n'allait pas, en fait, c'était du coup les émotions négatives ne passaient pas par moi. C'était plus ça. C'était un peu comme une peau de canard, tu vois, avec de l'eau. Genre ça coule en fait. T'es en mode, une émotion négative. Ah bon bah ok. Ouais, c'est dingue. Je ne l'écoute pas. Elle passe et tu vois, ça passe à autre chose, tu vois. Ouais. Et là, l'idée maintenant, c'est de l'accepter, de l'intégrer et de la libérer. J'ouvre un peu plus les ailes, la peau de canard, et genre... et je suis là, ok. Ah oui, ça c'est triste. Mais en fait, c'est beau aussi, tu vois, genre... ou même parfois, c'est pas beau. Et genre, c'est ok, en fait, tu vois, genre... il faut juste vivre cette émotion, tu vois. Bah, ça, c'est dur à... Ça, c'est dur pour moi aujourd'hui. Mais l'ayahuasca m'a aidé beaucoup, tu vois. Et plus que la thérapie, tu vois, ces derniers temps. Genre, ça a débloqué quelque chose de physique en moi, tu vois. Quand je te parle de physique, c'est-à-dire de littéralement pleurer, tu vois. Ouais. Et tu pleures plus, du coup, depuis ? Ouais, beaucoup plus, ouais. Et beaucoup plus facilement. Et en fait, c'est cool, tu vois. Et genre, j'ai toujours cette gratitude, j'ai toujours cet optimisme, je suis toujours heureux tout le temps. Mais parfois, quand il y a des trucs tristes, c'est OK aussi. Ouais, exactement. L'un n'enlève pas l'autre. Hein. Non. Et... bah bref, ça, je suis content d'avoir tout le spectre aujourd'hui, tu vois. Et en te projetant dans le Ali de 80 ans, qu'est-ce que tu te conseillerais aujourd'hui ? Ah, attends. Le Ali de 80 ans, qu'est-ce que je lui conseillerais ? Non. Là, tu te projettes, t'es le Ali de 80 ans. J'ai 80 ans. Et tu te conseilles à toi maintenant, aujourd'hui. Un conseil, quelque chose. Ou salut. Hein. Et bah, continue à t'écouter, continue à kiffer la vie, continue à kiffer les gens, continue à raconter des belles histoires, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ma passion, raconter des belles histoires, et j'espère que ça me quittera pas avant très longtemps. Et j'ai l'impression, en tout cas, que je suis en train de... J'ai l'impression que aujourd'hui, je suis en train de devenir un peu un storyteller, un conteur, tu vois. Et j'espère que ça va continuer encore. Et j'espère que tu continueras à raconter des histoires, et des belles histoires, toute ta vie. C'est mon but pour l'instant. Ok. Un jour, peut-être, je changerai. Je dis pas que je ferai ça toute ma vie, tu vois, mais pour l'instant, c'est mon but, raconter des belles histoires. Et peut-être aider des commerces que j'aime bien. Voilà.
L'approche fatidique des 40 ans, ça change rien pour toi? Non, au contraire, je suis content. J'ai hâte que ça arrive. Genre, j'ai kiffé mes 30 ans comme jamais. Je vais kiffer mes 40 ans aussi. Je vais kiffer mes 50 ans aussi. Non, j'ai l'impression que chaque nouvelle dizaine d'années est encore mieux. Ouais, parce qu'on apprend à se connaître encore plus. Quoi. Mais oui, c'est génialissime. Et puis, putain, être droit dans ses bottes, être à fond avec soi-même, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc à 40 ans, j'imagine pas. Ouais. J'imagine pas à quel point ça va être cool, tu vois. Genre, y a vraiment un truc où à la fois, je suis de plus en plus moi-même, mais en même temps, les gens comprennent de plus en plus facilement qui je suis, tu vois. J'ai moins à m'adapter pour les gens. Genre, donc vraiment, la quarantaine, je l'attends. Et j'espère qu'elle va arriver vite. Et vu que j'ai pas le droit de mourir maintenant parce que j'ai une fille, du coup, j'espère que je vais continuer à vivre tout ce temps. Et c'est pas que du bonus maintenant, aujourd'hui, ma vie, tu vois. C'est plus que du bonus, c'est aussi... je sais pas comment dire. T'as le devoir maintenant. J'ai le devoir de rester en vie pour elle tous les jours, tu vois. Alors qu'avant, la mort me faisait pas si peur que ça. C'est aussi ça le truc, peut-être. La mort me fait pas peur, tu vois. Aujourd'hui encore. Mais c'est vrai que en tant que papa, j'ai pas du tout envie de laisser ma fille seule aujourd'hui, tu vois. Ouais, je comprends. Donc, disons que quand je pensais que la vie était finie après, j'espère que la vie sera pas finie. Disons que je m'en fous moins aujourd'hui que la vie soit finie demain, quoi. Ouais. Et que je serai quand même heureux, tu vois. Parce que c'est un peu tout ce que je me dis toute ma vie, tu vois. Ouais. Si la vie se termine demain, c'est pas grave, en fait, j'ai kiffé ma vie, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est pas grave pour moi, mais ça serait grave pour ma fille, et du coup, c'est grave pour moi, en fait. Tu vois, genre, donc, on va essayer de rester en vie le plus longtemps possible pour ma fille, au moins. Bon, c'est un beau projet. Oui. Merci, Ali. Merci à toi, c'est fini? Ça dépend. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pas? Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai une petite phrase de conclusion. Mais attends, t'as une phrase de conclusion. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'aurait pas parlé que t'aurais quand même aimé aborder? Moi, j'aimerais parler de Vito, vite fait. Vito, du coup, c'est mon associé sur Ligue Ultime. C'est le parrain de ma fille, aujourd'hui. C'est celui... Donc, que tu as rencontré en résidence, c'est ça? À la résidence universitaire. C'est celui avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie, je pense. Après ma mère. C'est un peu ton frère. Ouais, c'est vraiment mon frère de cœur, en fait. Pas de sang, mais de cœur. Et d'ailleurs, on se ressemble physiquement. Les gens, ils disent, mais c'est pas toi, en fait, t'es pas la même personne. Enfin, bref. Et en fait, on se ressemble beaucoup aussi mentalement, je pense. On a un peu cette même frénésie, ces mêmes obsessions pour la nourriture, pour plein de choses, pour raconter des histoires, tu vois. Et je vous souhaite à tous et à toutes de trouver votre Vito. Quelqu'un qui croit en vous depuis le début, qui vous porte, qui vous aide, qui soit là pour vous, qui vous aime. Il n'y a pas amitié plus belle que celle-là, qu'une amitié. Attention, il y a plein d'amitiés, il y a plein de belles amitiés, tu peux avoir des meilleurs potes, etc. Ouais. Et c'est très cool. Mais des gens qui croient en vous, croient en qui vous êtes au fond. C'est-à-dire au petit Ali ou la petite Vanda, ça c'est rare. Et des gens avec qui tu matches avec l'enfant intérieur, tu vois. Et ça, c'est très très rare. Et donc, je vous souhaite à tous de trouver quelqu'un qui soit comme Vito pour moi. Quelqu'un avec qui je puisse tout partager. Les problèmes, les délires... et genre qui vous jugera jamais par rapport à qui vous êtes ou ce que vous dites, ce que vous faites. Enfin, vraiment, c'était vraiment ce que je voulais rajouter en plus à la fin. C'est vraiment un élan du cœur et vraiment, Vito, t'écouteras pas ce podcast parce que je sais que t'as la flemme d'écouter des podcasts très longs, mais je t'aime très fort. Voilà. On lui enverra que cette partie, si tu veux. Avec plaisir. Et un petit mot pour ma fille aussi. T'as 3 ans et demi, donc t'entends pas ce podcast, mais j'espère que tu l'écouteras plus tard. Je t'aime à la folie. Et j'espère qu'on grandira ensemble, qu'on vieillira ensemble et qu'on continuera à jouer tous les jours comme des cons, tous les jours ensemble.
Voilà, J'ai l'impression t'aime à la folie. J'ai l'impression qu'on est en train de créer une capsule, tu sais, qu'on met dans l'espace. Et dans 100 ans, on écoutera et on verra tout ce qu'il y a. Et là, on aura tous ces messages. Et, on sera dans Interstellar et toi, tu seras derrière la bibliothèque et elle sera en train de toucher du doigt. Ouais, c'est clair. Non, mais vraiment, j'ai beaucoup de chance de t'avoir, Alma. Et je t'aime, papa. Difficile de conclure après ça. T'as un dernier mot ou une dernière dédicace? C'est bon. Bon, ben, j'espère que cette conversation vous a donné autant de joie et d'énergie que moi. Et j'espère que ça vous a donné envie de passer à l'action dans vos projets aussi. Dites-le nous. Et oui, dites-le nous en commentaire. Alors, toi, du coup, peut-être pas sur ton Insta privé, sur le guide ultime. Sur le guide ultime. Et si cet épisode vous a plu, bah là, je crois que c'est ce qu'on est obligé de dire quand on a un podcast. Partagez-le autour de vous, laissez un commentaire, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, je vous souhaite d'oser écouter vos cœurs, parce que les rêves sourient aux audacieux. Merci Ali. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Avec Vanda, le podcast. Si cet échange vous a inspiré, dites-le moi. Laissez 5 étoiles, un commentaire ou partagez-le autour de vous. C'est vraiment ce qui l'aide à grandir. À très bientôt pour une nouvelle dose d'audace et d'inspiration.